Michel Barnier qui arrive à l'instant accueilli par le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Michel Barnier, Sébastien Lecornu qui sont en bas des Champs-Élysées où on va rendre hommage tout à l'heure à Clémenceau et à Churchill. Dont il y a une statue. Hein, et n'oubliez pas qu'il y a aussi la statue du général de Gaulle. Oui, elle n'est pas loin. Je parlais de Gaulle tout à l'heure, mais aujourd'hui voilà. C'est plus Clémenceau et Churchill. Oui, je tiens à rappeler, et ça aussi c'est important, on est là pour l'évoquer, que dans le bureau de l'actuel ministre de l'Intérieur, donc Monsieur Retailleau, il y a deux photos très symboliques. Clémenceau, le père de la victoire, et le maréchal de Lattre, l'un des grands guerriers de la Seconde Guerre mondiale. Marion Russell sur les Champs-Élysées, vous venez de voir arriver le Premier ministre Michel Barnier. Oui, tout à fait. C'est en train de se mettre en place et on n'est pas les seuls à l'avoir vu parce qu'il y a quelques dizaines de spectateurs qui sont venus. Alors, parfois, c'est des curieux qui se sont arrêtés, qui en profitent pour regarder le cortège, mais certains sont venus aussi spécialement. On va aller rejoindre Cyprien et Marie qui sont, alors, aux toutes premières loges, je vais me faufiler. Bonjour, vous êtes tout devant. C'est la première fois que vous venez voir les commémorations du 11 novembre, c'est bien ça? C'est ça. Ouais, c'est important d'entretenir voilà, le souvenir et tout. Puis là, on avait l'occasion de venir, étant sur Paris, voilà quoi. Même s'il pleut un peu, il fait un peu froid, mais on est là, quoi. Alors justement, vous êtes quand même très jeune, ça peut sembler assez lointain, on apprend ça dans les livres d'histoire, mais c'était quoi l'importance de venir voir ces cérémonies aujourd'hui? Déjà, premier défi des militaires aussi, voir un peu comment ça se passe et tout. Et puis, ouais, c'est important, comme je dis, pour la mémoire, tout ça. Et puis, ouais, pour l'histoire aussi, comme c'est voilà, son 6e anniversaire, voilà, quoi. Merci beaucoup. En tout cas, on va vous laisser regarder. C'est en train de commencer. Donc, Michel Barnier qui est en train d'arriver en bas des Champs-Élysées. Ensuite, le cortège va passer sur la plus belle avenue du monde. Il y aura les cérémonies traditionnelles autour de la flamme du soldat inconnu. Et puis, le Premier ministre britannique repartira accompagné de la garde républicaine. Et ça promet un beau spectacle pour ceux qui sont venus voir. Et on continue de suivre ça, bien sûr, avec vous, Marion Russell. On va attendre l'arrivée du président de la République avec Keir Starmer, donc le Premier ministre britannique. Nicolas Offenstadt, quand on lit ce que dit notamment le chef d'état-major de l'armée de terre, Pierre Schild, c'était dans le JDD hier, quand on lui disait à quoi pensent les soldats aujourd'hui, il répond si aujourd'hui il fallait le refaire, en aurais-je la force? Et il explique qu'il faut cultiver notre esprit guerrier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a oublié cet esprit-là? Non, je pense qu'il faut rappeler d'abord que les armées d'aujourd'hui sont plus évidemment c'est une évidence, mais ne sont pas les armées d'hier. Il y a une grande différence avec 14-18. D'abord, la première, c'est que ce sont des conscrits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une armée professionnelle. Donc les jeux sont très différents en termes de motivation, en termes d'enjeux. Et ça, je crois que du coup, on a affaire, dans le fond, à des professionnels, à des corps. Donc la question de la motivation, elle est liée à la manière dont un corps est constitué, dont il est fonctionnel. Et ça, c'est vraiment une grande différence avec 14-18, puisqu'on a eu des millions de conscrits qui n'avaient pas le choix, donc qui ont été mobilisés. Donc ça, je crois que c'est une grosse différence. On reconstitue l'armée de manière très différente. Et puis, c'est vrai aussi, ce qui est très frappant. Bon, alors ensuite, je commenterai pas le point de vue militaire, mais du point de vue historien, effectivement, on constate un retour de la guerre autour de nous. Donc forcément, des armées qui sont, disons, où la guerre est une affaire lointaine, une affaire d'opération extérieure, c'est quand même très différent d'une guerre qui est dans le fond au port de l'Europe et qui est même directement en confrontation par certains aspects avec la France. Donc il y a vraiment, avec ce retour de la guerre, évidemment, un nouveau rapport au conflit qui me paraît évident et qui est traduit par les paroles des militaires de haut rang et donc qui effectivement repose la question de la défense. Je voulais juste rajouter quelque chose sur la question de la défense européenne, c'est qu'il faut rappeler que la question de la défense européenne, c'est quelque chose de très difficile. Parce que dans toute la construction européenne, la défense a toujours été extrêmement problématique. Et un des premiers moments de clash et de heurts dans la construction européenne, ça a été l'échec d'une communauté de la défense au début des années 50. Donc on est là dans un long processus qui est extrêmement difficile, à l'échelle de temps long aussi, et pas seulement aujourd'hui, cette idée de comment faire unité du point de vue militaire avec des points de vue divergents par rapport à la guerre et aux choix diplomatiques. L'avenue des Champs-Élysées, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et Emmanuel Macron qui arrive, donc accueilli par Michel Barnier pour le début de ces cérémonies de commémoration du 11 novembre, 106e anniversaire, on le disait, 11 novembre 1918. La signature de l'armistice par l'Allemagne, Néla Latrousse. Je le disais tout à l'heure, c'est quasiment la première apparition aussi d'Emmanuel Macron, apparition officielle, c'est-à-dire grand public, depuis l'arrivée au gouvernement de Michel Barnier. Et cette image, évidemment, ce recueillement de Keir Starmer et d'Emmanuel Macron. Elle est symboliquement très importante, cette image-là, Guillaume Ancel, de voir Premier ministre britannique, président français, côte à côte, aujourd'hui, ce matin,
Voilà, pour rendre hommage notamment aux disparus de la Première Guerre mondiale. Aux disparus de la Première Guerre mondiale et aussi à la capacité de nos nations de se mobiliser. Parce qu'au fond, tout à l'heure, vous posiez la question, aujourd'hui, ce n'est pas l'armée française qui m'inquiète. C'est une armée professionnelle dont tout le monde reconnaît qu'elle est à un niveau absolument remarquable. C'est l'absence de culture militaire de notre société. Comme le rappelait Nicolas tout à l'heure, en fait, on renoue avec la guerre. On a cru pendant des décennies que la guerre ne nous concernait plus. Or, la difficulté pour nous, c'est d'arriver à comprendre qu'on sera toujours menacé par des empires comme celui de la Russie de Poutine aujourd'hui, et demain, ça en sera un autre. Et comment on se prépare à ça? Comment la société se prépare à engager le combat? Parce que la liberté, ça se défend. Et ça se défend avec les armes à la main à certains moments. Général Pellistrandi. Il faut rajouter un personnage important parce c'est le roi George V. Il faut bien voir que le roi George V a été très présent pendant la Première Guerre mondiale. Il est venu très régulièrement sur le front. Et il y avait donc Vous, Coach Général, on va respecter évidemment la minute de silence face à la statue de Clémenceau. Fin de la minute de silence. Donc, Général Pellistrandi, je vous rends la parole et on parlera dans un instant du coquelicot aussi. Ouais. Donc, voilà, un des personnages emblématiques, c'est bien le roi George V. Et dans Paris, il y a un certain nombre d'hommages, justement, au roi George V. C'est un élément qui est très important à prendre en compte. Donc, dans cette relation franco-britannique qui a permis d'abord de surmonter la Première Guerre mondiale, de surmonter les épreuves de la Seconde Guerre mondiale avec donc le général de Gaulle et Winston Churchill. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui comprendre cette relation stratégique sans effectivement se replonger donc, dans l'histoire de 14-18. Nicolas Offenstadt, avant d'aller vers la statue de Churchill, parler de Clémenceau, évidemment, président du Conseil 1917-1920, oui, vers la victoire. Absolument, mais je voulais aussi parler de la mémoire britannique, puisqu'on a là un 11 novembre tout à fait exceptionnel. C'est qu'il faut bien se rendre compte que pour les Britanniques, c'est un événement colossal dans l'histoire du XXe siècle. Donc la présence du Premier ministre britannique est dans le fond assez logique sur le plan mémoriel. La société britannique, comme la société française et d'autres sociétés européennes, a été traumatisée et bouleversée par la Grande Guerre, et notamment la bataille qui est emblématique pour les Britanniques, la bataille de la Somme, qui a été un traumatisme à la fois pour les soldats et pour les sociétés. Donc, et vous savez, quand on va en Angleterre, la période du 11 novembre, c'est extrêmement frappant. Tout le monde porte le coquelicot sur sa veste. Il y a des décorations partout. C'est quelque chose qui est extrêmement prégnant. Donc la visite pour le 11 novembre est dans le fond très conséquent avec cette puissance de la mémoire de 14-18, toujours aujourd'hui en Grande-Bretagne. On a vu le coquelicot sur la veste du Premier ministre britannique. Vous le portez, Major, ce matin. Le coquelicot, j'allais dire, pour rendre hommage aux soldats britanniques, et le bleuet pour rendre hommage aux soldats français. Oui, bien sûr. En fait, l'origine de la poppy, c'est la même comme le bleuet de France. Après la Première Guerre mondiale, quand le champ de bataille a été détruit, il y a les deux fleurs qui vivent après. Le poppy, le coquelicot, et le bleuet de France. Et je pense que ça, c'est un bon symbolisme pour après la guerre aussi. C'est un bon symbolisme de le remembrance. Et aussi, ce n'est pas juste seulement pour la Première Guerre mondiale. Je me permettrai, remembrance, le souvenir. Le souvenir, oui. Et hier, il y avait une très grande cérémonie, une très grande parade à Londres, en présence du roi, en présence de Kate, c'était aussi important, où tous les vétérans de tous les conflits, alors il n'y en a plus de la Première Guerre mondiale, mais de la Seconde Guerre mondiale, même s'ils sont très âgés, et y compris des derniers, on va dire, les vétérans d'Afghanistan, défilent pour rendre hommage
à tous les soldats britanniques et de l'Empire britannique qui sont morts depuis la Première Guerre mondiale. Tout ça se fait sous le regard de Clémenceau, si je puis dire, Guillaume Ancel, avec, je regardais hier en préparant l'émission, certaines phrases qu'a pu prononcer Clémenceau juste après la guerre. Celui qui peut moralement tenir le plus longtemps est le vainqueur. Nous avons gagné la guerre, non sans peine. Maintenant, il va falloir gagner la paix et ce sera peut-être encore plus difficile. Oui, et c'est bien malheureusement la direction que prend la guerre en Ukraine. Après 2 ans et demi de guerre, on voit que ça devient aussi une guerre d'usure. Nicolas aurait pu le rappeler tout à l'heure, elle pourra l'expliquer mieux. En fait, c'est l'épuisement de 2 sociétés dont il faut voir laquelle est capable de tenir le plus longtemps. On n'a aucun doute sur le courage des Ukrainiens. Mais on voit bien que les Russes, dont on disait qu'ils supportent des pertes considérables, insoutenables, depuis 2 ans et demi, ils continuent à faire massacrer leur jeunesse sans que la société n'ait réellement la possibilité de broncher. Et donc la question, ce sera la détermination. C'est ça que disait Clémenceau, qui se battra jusqu'au bout et empêchera d'être soumis par l'autre. Or là, attention, la guerre en Ukraine, on ne parle pas que de l'Ukraine, on parle de toute l'Europe, parce que c'est bien l'Europe qui est menacée aujourd'hui par la Russie de Poutine. Nicolas Follstedt, ensuite Naila Nicolas. Oui, votre citation est très bienvenue parce qu'évidemment la guerre est une chose et la paix est une autre. Et effectivement, c'est pas parce que la guerre s'arrête et que les canons cessent de tonner que la situation s'apaise. Et on a un très bon exemple avec la fin de la Première Guerre mondiale, puisque l'armistice qu'on célèbre aujourd'hui n'est pas la paix. Ça va durer longtemps d'arriver jusqu'aux négociations de différents traités, dont pour l'Allemagne le traité de Versailles. Et on sait que ce traité de Versailles est toujours resté extrêmement contesté en Allemagne et a été un des leviers majeurs des nazis. Un des déclencheurs ensuite de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc quand on dit gagner la paix, c'est véritablement un enjeu colossal, parfois tout aussi important que de gagner militairement le conflit. Et c'est la phrase qui avait fait couler beaucoup d'encre d'Emmanuel Macron, qui appelait à ne pas humilier les Russes. Pour préparer justement le jour d'après. Ça peut être une vraie leçon du passé. Et qui nous ramène à ceux qui disaient à l'époque qu'il ne fallait pas humilier l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Absolument. Pour replacer aussi les images que l'on voit, l'amitié franco-britannique célébrée aujourd'hui sur les Champs-Élysées, pour replacer tout cela dans une perspective historique, nous sommes dans une année qui est marquée aussi par un certain nombre de commémorations. En juin dernier, les 80 ans du débarquement, à l'été, le débarquement de Provence également, dont nous célébrions les 80 ans, et plus globalement un Emmanuel Macron qui a fait de cette question mémorielle une question extrêmement importante de son second mandat. Nous étions ensemble, Maxime, il y a 1 an aussi pour l'hommage rendu à Léon Gauthier, le dernier français membre du commando Kiefer. C'est un point important pour le chef de l'État de dire que les fiertés françaises, pour reprendre le terme de ses vœux du 31 décembre, mais aussi que l'avenir de la France s'inscrit dans les leçons du passé. Cet après-midi, Michel Barnier, le Premier ministre, sera au musée de la Grande Guerre, et j'ai écouté ce matin le maire de Meaux, où a lieu ce musée, dire que précisément, les défis qui se posent aujourd'hui à la société française viennent aussi, sans doute, du peu de connaissances que les jeunes Français ont de leur histoire, et notamment de cette histoire glorieuse. Anecdote personnelle dans une seconde, commandant. Oui, concernant les commémorations, je permettrais juste de nuancer. Je ne pense pas que ça ait été dit aussi clairement que la France se préparait à entrer en guerre contre la Russie. Mais néanmoins, on se prépare effectivement à un conflit de haute intensité, ça c'est une certitude. Concernant le côté soutien de la population française, c'est vrai que c'est particulièrement important, on l'a rappelé, en fait, c'est une guerre d'usure, c'est une guerre qui se joue aussi au moral, et ces commémorations, tout ce travail de mémoire qui est à la fois porté par les militaires mais également par la nation française contribue directement à ce que les militaires sur le terrain eux se sentent soutenus et soient combatifs. Et moi j'ai le souvenir de ces commémorations, certes sur les Champs-Élysées, notamment j'ai eu la chance de défiler dans le cadre de Saint-Cyr le 14 juillet sur les Champs-Élysées, et on se sent porté vers nos devoirs de chef et nos devoirs de militaires quand on défile sur les Champs-Élysées, mais j'ai aussi le souvenir de commémorations un peu plus intimes dans les communes de Charente où j'ai servi, et on sentait là aussi un véritable engouement, en tout cas, de personnes âgées, de plus jeunes, qui venaient nous témoigner leur sympathie. Et ça, c'est particulièrement important, effectivement, dans une logique de guerre qui se joue aussi au moral. On va écouter ce qui se dit autour du président de la République. Georges Clémenceau et Nicolas, mon arrière-grand-père, auraient approuvé votre choix dans cette conquête de la liberté et de la et je vous souhaite... Pour l'instant, on va être honnête, on n'entend pas grand-chose. On va avoir une meilleure liaison. Juste une chose, Nicolas Follstedt, sur le fait que c'était
fin de la guerre il y a 106 ans. Comment est-ce qu'on fait vivre ça? Petite anecdote personnelle. Mon fils, ce week-end, a appris le nom des personnes, des soldats décédés dans sa ville, nom qu'il va réciter aujourd'hui. Mais du haut de ses 10 ans, c'est impressionnant, mais c'est pas évident de perpétuer ce souvenir-là, et notamment, voilà, 106 ans après, de maintenir cet intérêt-là chez les jeunes, c'est quand même pas simple. Oui, je voulais faire une remarque qui concerne plusieurs propos qui ont été tenus autour de la jeunesse, qui m'a frappé, moi. J'ai une longue expérience des commémorations de 14-18 et de l'enseignement aussi. Et on voit Nicolas Sarkozy et Rachida Dati qui sont dans la tribune officielle au pied de l'Arc de Triomphe. Pardon. Non, je vous en prie. Et donc, je disais que ce qui m'a toujours frappé, c'est comment la guerre de 14-18 en particulier résonnait dans la jeunesse. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas du tout un détachement avec le temps, comme on pourrait le croire parfois, mais il y a un vrai intérêt, parce que c'est une expérience, il faut le rappeler. On voit souvent les anciens combattants comme des gens âgés, mais ils étaient très jeunes dans les tranchées. Hein, c'est des gens qui avaient pour beaucoup une vingtaine d'années. Donc, les jeunes se projettent dans ces expériences terribles des tranchées, et j'ai constaté au contraire souvent un intérêt pour cette expérience, pour essayer de comprendre. Et il y a un élément évidemment qui est très important, qui est partagé d'ailleurs par la France et par la Grande-Bretagne, c'est que c'est des conflits qui ont touché tout le monde. Hein, c'est-à-dire qu'avec la conscription plus tardive en Grande-Bretagne, mais peu importe, les familles françaises comme les familles britanniques ont été concernées au premier chef par la guerre. Et du coup, il y a une transmission aussi qui se fait parce qu'on a tous un grand-père, un arrière-grand-père qui a été touché par 14-18. Et c'est un élément, vous parliez de commémoration intime. Moi, j'ai été frappé par effectivement le nombre de commémorations intimes sous différentes formes. On a même des gens qui vont tout seuls sur les tombes de l'arrière-grand-père pour mettre une petite fleur. Et donc, c'est ce sentiment de proximité par certains côtés de la mémoire de la Grande Guerre est très frappant en France et en Grande-Bretagne. Et ce que l'on voit là, ces cérémonies-là, on les retrouve évidemment partout en France. Aujourd'hui, il faut dire juste une chose, on va retrouver Marion Russell. Marion, on continue de faire des va-et-vient entre 14-18 et aujourd'hui. Est-ce que parmi ceux qu'il y a autour de vous sur les Champs-Élysées, le public qui est là ce matin, les Français qui sont là, est-ce qu'il y a une crainte autour du retour de cette guerre en Europe ? Eh bien, on va aller leur demander. Justement, il y a quelques dizaines de personnes qui sont venues, et notamment des familles. On est avec Manuel et Maxence. Maxence, il a 11 ans demain. Manuel, c'est son papa. Vous êtes venus aujourd'hui. Est-ce que dans le contexte aussi actuel des guerres, etc., c'est particulièrement important de venir donner cette mémoire? Est-ce que le contexte fait que vous avez aussi décidé de venir? Oui, tout à fait, parce que les générations qui ont connu 14-18, 40-45 s'éteignent. Donc on trouve que c'est important que les jeunes, mon fils est là pour ça, comprennent ce qui s'est passé, les conséquences que ça a eu, l'importance que ça a eu sur le monde, et voir que ce qui se passe maintenant à Gaza, en Ukraine, etc., même les élections américaines où on monte un certain repli sur soi, c'est pas la solution. Donc c'est un peu un devoir de mémoire et en même temps montrer les erreurs qui ont été faites et celles qu'il ne faut plus faire maintenant. Et l'idée derrière, c'est de montrer cette grande alliance qui a sauvé l'Europe en 14-18? Oui, tout à fait. Donc là aussi, c'est toujours dans le contexte avec l'Ukraine actuellement. C'est montrer qu'on doit rester soudés, montrer que l'Europe va devoir être forte et que les divisions ne servent à rien. Donc c'est important, c'est important. Et Maxence, un petit mot peut-être. Toi, t'es content d'être là? C'était important pour toi de venir ce matin? Oui, c'était important déjà pour remontrer la nation. Et pour moi, oui, c'était important pour la guerre, pour remercier les gens qui ont battu pour nous. Donc on sent vraiment ce devoir de mémoire qui est donc transmis un papa avec son fils. C'est assez le cas pour pas mal de familles ici. Alors là, on est encore en train d'attendre que le cortège arrive. Ça doit arriver dans quelques minutes. Et puis après, pour la partie un peu plus spectacle, il y aura la garde républicaine qui va descendre les Champs-Élysées avec le Premier ministre britannique. Et forcément, c'est attendu avec impatience. Général Pellistrandi, c'est émouvant de voir ce petit garçon et son père. C'est très émouvant. Il faut bien comprendre, en France, il y a à peu près 36 000 communes. Il y a moins de 10 communes qui n'ont pas de monument aux morts parce que l'histoire a fait qu'ils ont été épargnés. C'est-à-dire que dans toutes les communes de France, de la plus petite jusqu'à Paris, eh bien, il y a cette mémoire, comme le disait Nicolas Offenstadt, qui est extrêmement importante. Effectivement, il n'y a pas une famille qui n'a pas été touchée. Et à l'heure, effectivement, partout en France, on commémore. J'étais jeudi dernier, 7 novembre, gare de Lyon, avec un petit peu d'avance, où la SNCF a commémoré justement le 11 novembre pour rendre hommage à tous les cheminots qui ont été indispensables. Et c'est aussi un élément important parce que cette guerre a totalement transformé la société française. Il va falloir, ce sont les femmes qui vont remplacer les hommes partis au front, qui vont découvrir de nouveaux métiers. Ce sont les personnes âgées, en plus dans une France rurale, parce qu'il faut alimenter. Donc la guerre, elle a transformé
toutes les structures de la société française. Et il y a des chiffres, alors il y a toutes ces histoires qu'on raconte, mais des chiffres aussi que je n'ai pas rappelés. Les 9 millions de morts, dont 1,4 million de Français, 720 000 morts britanniques pendant cette Première Guerre mondiale, 21 millions de blessés au total, dont 4 millions de Français. Ça permet de redonner l'ampleur du drame. Et le drame, le mot est très faible, qu'a pu connaître l'Europe à ce moment-là, commandant. Et si je puis rebondir sur ce qui a été dit, je suis tout d'abord touché par la maturité, tout à fait preuve, Maxence, quelque chose qui touche en fait quand on voit des jeunes garçons en fait témoigner ainsi de leur sympathie vis-à-vis des militaires. C'est un message que j'aimerais peut-être passer à tous les jeunes Français et jeunes Françaises qui s'interrogent sur l'armée en ce jour particulier. C'est une occasion d'aller aussi voir au contact des militaires, demander, se renseigner, savoir comment ça se passe à l'armée et justement entretenir un petit peu, faire ses devoirs de mémoire. Et vous demandiez une anecdote tout à l'heure. Moi, par exemple, lorsqu'on était dans le régiment, on faisait des classes. On incorporait 40 jeunes soldats. Eh bien, il y avait toujours un moment, on allait nettoyer le monument aux morts qui était de la Première Guerre mondiale, qui était présent sur la commune. Et avec de l'explication, c'est toujours une activité qui a été prisée par les jeunes soldats. Ça remet en perspective nos engagements actuels à l'aune des engagements de nos anciens. Et également, on allait témoigner dans des classes. Il y a un dispositif qui s'appelle les classes de défense et de sécurité et qui permet en fait d'aller témoigner, de parrainer une unité militaire avec une classe et d'aller témoigner de notre expérience militaire. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, Emmanuel Macron qui se rendent à pied, cette fois au pied de la statue de Winston Churchill, Nicolas Offenstadt. Winston Churchill, c'est la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, même s'il a eu un rôle déjà auparavant et dans la Première Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on lui rend hommage aujourd'hui aussi. Voilà, mais je pense que surtout le rôle, c'est évidemment le moteur, c'est la relation franco-britannique avec le temps. On l'a déjà évoqué sur ce plateau, mais il est évident que c'est cette alliance qui a permis en 14-18 de mener progressivement la victoire, avec l'aide évidemment de l'intervention américaine à partir de 1917 et surtout 1918. Donc dans le fond, c'est une histoire longue de l'alliance franco-britannique et de l'intervention. On rappelle souvent le débarquement, on a souvent parlé des troupes américaines, mais les Britanniques jouent un rôle aussi très important lors du débarquement en 1944. Donc dans le fond, Churchill est à mon avis le symbole de cette alliance longue, évidemment dans un contexte très incertain. Et il faut rappeler quand même deux choses. Il faut peut-être pas avoir un optimisme, c'est l'historien qui parle, je ne juge pas le contemporain, mais l'alliance britannique est quand même très fragilisée par le Brexit. C'est quand même un événement colossal, le Brexit. C'est quitter la construction européenne, donc il ne faut pas le minimiser à l'aune des dangers contemporains. Ça me paraît être un élément important. Le deuxième élément aussi, c'est qu'il y a quand même une tradition très forte, on le sait, d'alliance entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Évidemment, elle était parfois accusée d'être le cheval de Troie. Ça, c'est l'histoire. Mais il y a quand même, du coup, donc c'est une alliance compliquée qui s'inscrit aussi dans une multipolarité, dans le lien avec les États-Unis et dans une tradition aussi de mise à distance, parfois, comme on l'a vu pour le Brexit. Mais il y a la volonté de montrer ce matin entre Emmanuel Macron et Keir Starmer que l'alliance est toujours là, que cette union-là, elle tient. Pour expliquer ce qui va se passer, Major, dans un instant, il y aura donc un dépôt de gerbes au pied de la statue de Winston Churchill. On va entendre The Last Post. Qu'est-ce que c'est The Last Post ? Donc, le Last Post, c'est un moment très émotif pour l'armée militaire britannique, parce que ça, c'est la chanson qui était sondée quand nous avons nos cérémonies pour les soldats qui donnaient la vie pour le... Qui sont tombés. Oui, c'est tombé. Et aussi, en fait, c'est une période de réflexion. Et en fait... The Last Post commencerait la réflexion et ça finit avec le revaling. Mais en fait, ça, c'est le moment pour la réflexion est finie et après ça, nous commencerons encore. Ok. Commandant. Oui, sur le Brexit, je me permets juste de revenir et de nuancer aussi un petit peu le propos. Le Brexit, à mon sens, en tout cas en tant que militaire, n'a pas fragilisé le partenariat militaire entre la France et le Royaume-Uni. En témoigne par exemple la présence de Scott à mes côtés ce matin pour vous parler avec plaisir des commémorations du 11 novembre. Les militaires français et britanniques continuent de s'entraîner ensemble. On s'entraîne ensemble, on conduit des exercices ensemble et également on est engagé ensemble avec, peut-être que Scott en parlera un peu mieux, mais avec le régiment multinational qui est déployé actuellement en Estonie dans le cadre de la mission Lynx. Oui, on peut pas nier que ça affaiblisse quand même l'Europe en tant qu'unité. Mais en fait, cette année, en fait, l'image maintenant, c'est très fort. Et voilà, cette image effectivement de Keir Starmer et Emmanuel Macron face donc, c'est-à-dire à la statue et la stature de Winston Churchill, Guillaume Ancel, pour rendre hommage. Churchill qui est député bien avant juste avant la Première Guerre mondiale, qui avait été nommé premier lord de l'Amirauté en 1911, ministre de la Marine. C'est l'équivalent du ministre de la Marine et on va écouter justement ce qui se passe là-bas.
La Marseillaise précédée juste avant le God Save the King. On vous a vu, Major, vous figer pendant l'hymne, votre hymne britannique évidemment. Voilà, pas mal d'émotions aussi pour vous ce matin. Oui, mais bien sûr, parce qu'en fait, particulièrement en face de le monument de Churchill. Et en face de le monument de Churchill, nous avons le statut de général de Gaulle. Le deux grands chefs de la guerre aussi, il s'est également servi dans la tranchée. Les deux connaissent l'horreur de la guerre. Et pour moi, d'avoir l'opportunité pour God Save the King et la Marseille en face de le monument aujourd'hui, c'est très très fort. Et je précise une chose, vous êtes venu en kilt aujourd'hui. Alors ne vous levez pas, on va le voir apparaître. Pas de caméra. Voilà, pas de caméra, mais non, mais vous avez tenu, voilà, à venir. Pourquoi cette tenue-là aujourd'hui? Mais en fait, une autre point particulier, Churchill était aussi dans le régiment écossais pendant la Première Guerre mondiale, mais en fait, parce que je suis fantassin écossais, c'est le tenue maintenant, ça c'est le tenue cérémonial. Mais aussi en fait, le même tenue, c'était le tenue pour les officiers de la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Mais c'est un peu inconfortable dans le studio de télévision, mais je pense que c'était très très inconfortable dans les tranchées aussi. Oui, évidemment. Merci d'avoir fait l'effort en tout cas. Je précise que là, Keir Starmer et Emmanuel Macron sont en train de remonter les Champs-Élysées. Ils vont aller vers l'Arc de Triomphe, où un peu plus tard, on va suivre ça évidemment, sera notamment raviver la flamme du soldat inconnu, Nicolas Offenstadt. Oui, je voulais revenir sur le moment aussi très émouvant du Last Post, parce que c'est très important dans la culture mémorielle britannique. C'est joué très régulièrement aujourd'hui sur les champs de bataille, en Belgique, là où les Britanniques ont particulièrement souffert, à Ypres. Vous avez une cérémonie pour tous les soldats britanniques disparus. Parce que la guerre, c'est évidemment des morts qu'on a pu identifier, mais c'est aussi des centaines de milliers d'hommes dont on n'a pas retrouvé les corps. Et à Ypres, régulièrement, le soir, vous avez encore le Last Post, qui est une cérémonie donc en Belgique pour la mémoire britannique. Donc c'est vraiment quelque chose de très typique et de très fondamental dans cette culture mémorielle de ce qu'ont connu les Britanniques en 14-18 sur les champs de Flandre, ce champ des coquelicots, justement. Guillaume. Le devoir de mémoire n'est pas une évidence. Je voudrais juste rappeler un fait, c'est que à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a cette terrible épidémie de la grippe espagnole qui va faire quasiment autant de morts que la Première Guerre mondiale. On a tous oublié dans notre société ce que c'était qu'une épidémie, alors qu'à l'époque, il y a eu des débats sans fin autour de ce qu'il faut porter un masque, est-ce qu'il faut rester en quarantaine, est-ce qu'il faut s'isoler. On a tout oublié en moins d'un siècle. Et donc c'est très important cette cérémonie aujourd'hui, parce qu'au fond, c'est pour lutter contre nos mémoires de poissons rouges. C'est pour lutter contre l'oubli, c'est pour se rappeler que la paix et la société qu'on a aujourd'hui, on l'a défendue les armes à la main. La France a quand même fait beaucoup pour la mémoire quand même de la Première Guerre mondiale. Toute petite nuance, parce que si on voit les efforts qui ont été consentis par le gouvernement pour le centenaire, toutes leurs politiques confondues, entre 2014 et même 2020, jusqu'à la panthéonisation de Maurice Genevoix, il y a quand même en France une prise en compte de la mémoire des guerres qui est quand même menée par les autorités. La volonté de ne pas oublier. Marion Russell, vous voyez passer le convoi du président de la République et du Premier ministre britannique? Oui, enfin, ils sont encore un petit peu plus bas sur l'avenue des Champs-Élysées, mais ça va pas tarder. On est toujours dans le public, on est avec Hélène. Hélène, elle est canadienne, elle vient de la côte est du Canada, elle vient visiter la France, mais elle est venue pour voir les commémorations. On va lui demander pourquoi c'était important pour vous. Why was it important to be here today for you? It's incredible. We always celebrate at home. And it's very important to remember the people, they gave us our freedom. C'était très important de venir célébrer ici. On le fait aussi au Canada et c'était important pour elle de venir ce matin. Do you feel like the current political context or global context is a bit frightening? Est-ce que vous avez un peu peur aussi dans le contexte actuel? Is it more important? Est-ce que c'est plus important de venir aujourd'hui, to come today? Yes, the veterans, there hardly any left, and you have to remember why we're able to do what we can do, and we appreciate. C'est assez important. Il faut aussi se rappeler de cette unité qui a eu lieu. Are you a bit afraid that the war could be a new reality in the next year? Est-ce que la guerre pourrait redevenir une réalité? Well, you're always concerned. We're hoping that nothing happens. We're optimistic, but it doesn't mean it's not, and we just have to be prepared. Don't be
don't be complacent, I think, is the big word, and to be careful and just... On est assez optimiste, mais c'est forcément quelque chose qui nous concerne et on va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Thank you, Hélène, merci beaucoup. En tout cas, ici, c'est une question qui se pose beaucoup. Alors, dans quelques instants, on entend les voitures qui sont en train d'arriver du cortège. Et puis ensuite, ça sera sur l'Arc de Triomphe pour les commémorations traditionnelles. Ouais, Marion, la voiture présidentielle qui passe effectivement devant vous avec la garde républicaine qui va remonter jusqu'en haut des Champs-Élysées. On voit ces images en direct. Il y a un point commun quand même, Général Pellistrandi, entre les deux hommes qui sont dans cette voiture, Emmanuel Macron et Keir Starmer, c'est qu'ils sont à la tête de pays qui sont en difficulté financière. Et il faut faire accepter, j'allais dire, au grand public, aux populations, de continuer à faire des efforts peut-être encore plus intenses pour l'armée. Oui, c'est un élément qui est extrêmement important. Donc, dans le cas de la France, le projet de loi de finances, donc Naïla pourra en parler encore mieux que moi, prévoit une augmentation de 3 milliards pour le budget de la défense, parce que la menace elle est réelle. Et donc, baisser l'effort aujourd'hui serait en quelque sorte anticiper une capitulation face aux menaces. Et pour le Premier ministre britannique, c'est aussi effectivement très compliqué, avec des inquiétudes justement sur le budget. Par exemple, il y a des discussions sur le budget de la défense. Doit-on maintenir les porte-avions britanniques en service? Donc pour les deux, il faut faire face. Et ces images, être ensemble, c'est extrêmement important aujourd'hui face aux défis devant nous. Anthony Lebos, Emmanuel Macron et Keir Starmer arrivent à l'Arc de Triomphe. À l'instant, accueilli notamment par le général d'armée Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées, et le général de corps d'armée Loïc Mison, gouverneur militaire de Paris. Voilà, le Premier ministre britannique Keir Starmer qui les salue. Dans quelques instants, effectivement, il y aura une revue des troupes qui sera particulière, c'est vrai, cette année, puisque d'ordinaire, il y a des troupes qui forment un demi-cercle sur la place de l'Étoile. Cette année, ça forme un cercle complet. Il y a beaucoup plus de troupes, effectivement, qui sont représentées ici. Et vous voyez Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique qui vont se diriger, en fait, vers un command-car. C'est sur ce command-car, une sorte de véhicule militaire, qu'ils vont effectuer cette revue des troupes autour de la place de l'Étoile et de l'Arc de Triomphe. Voilà, il s'approche d'un pas lent, effectivement, sur les pavés de cette place de l'Étoile. Alors, parmi les troupes, Maxime, il y a notamment l'école polytechnique, le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine, l'académie militaire de la gendarmerie nationale, l'école navale, l'école de l'air et de l'espace, l'école du génie, l'école des mousses, le 24e régiment d'infanterie également. On va écouter, effectivement, cette musique qui retentit de la part de la garde républicaine, Maxime. Et puisqu'Emmanuel Macron et Keir Starmer vont monter dans la commande-car, je vais en toute modestie, Général Pellistrandi, mais alors vraiment, ainsi que le commandant, vous laissez la parole voilà, pour le passage en revue des troupes, bien évidemment, alors qu'on rend les honneurs au président de la République. Vous avez le drapeau qui s'est baissé face au président Emmanuel Macron, Keir Starmer, avec derrière eux, vous voyez notamment Michel Barnier et Sébastien Lecornu, le ministre des Armées.
Les hymnes, donc, au pied de l'Arc de Triomphe. On voyait le chef d'état-major des armées, Néla Latrousse, Thierry Burkhardt, juste à côté, juste derrière Emmanuel Macron et Keir Starmer. Le général qui disait ce matin dans le Figaro, les Européens ne doivent pas exclure qu'un jour les Américains ne puissent pas être là ou ne veuillent plus être à nos côtés. Oui, la crainte de l'isolationnisme américain qui a été renforcée, à dire vrai, avant même la guerre en Ukraine, par le retrait unilatéral d'Afghanistan, par une administration démocrate. Et ça a été un micro-choc, si j'ose dire, déjà à l'époque pour les Européens, de se dire que au final, il n'y avait nul besoin d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pour voir les Américains décider de se replier finalement sur leur territoire sans forcément tenir compte des envies, des besoins, des contraintes, des conséquences pour un certain nombre de pays. Et de fait, pour des pays européens qui se sont retrouvés notamment à devoir gérer la question de l'asile et des réfugiés tout seuls. Donc ça a été un réveil et l'Ukraine est venue renforcer cela puisque on a la chance d'avoir Major Scott à nos côtés. La Grande-Bretagne a très vite réagi sur la guerre en Ukraine à travers des sanctions prises par Londres sans attendre la décision des alliés européens. Les États-Unis, ça a été plus compliqué si j'ose dire. Des déclarations fortes, mais il a fallu par moments se battre pour pousser les Américains, là encore une administration démocrate, là encore avant Donald Trump, à en faire davantage, notamment en matière de livraison d'armes et en termes d'aide financière. Général Pellistrandi, le passage en revue des troupes. Oui, donc les écoles, là on passe devant l'école de l'air, les autres écoles ayant précédé, donc c'était extrêmement important. Je rappelle que le président de la République est chef des armées, donc là nous avons donc une des écoles de sous-officiers de la gendarmerie, donc c'est quelque chose qui est très important. Donc les armées rendent donc les honneurs au chef de l'État. L'école nationale des sous-officiers d'active de Saint-Mexan, c'est le creuset où nous formons tous nos sous-officiers, y compris d'ailleurs pour nos pays partenaires. Il en est de même là pour la Marine nationale avec l'école de Mestrance. Là aussi, donc tous ceux qui vont former les armées de demain. Commandant. Oui, alors pour compléter la description qui a été faite par le général, ce qui est assez frappant sur cette revue des troupes, c'est tout d'abord la jeunesse qui est présente dans les rangs. Vous avez les écoles de formation des sous-officiers des différentes armées, les écoles de formation des officiers, et à ce titre d'ailleurs, notre envoyé spécial a oublié de mentionner l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan et l'école spéciale militaire de Saint-Cyr de laquelle je suis issu, donc je suis obligé. Je rappelle, on est trois, Saint-Cyrien. On est un peu obligé de corriger. Message passé, Anthony Lebos. Voilà. Et ensuite, il y a également la réserve. Vous avez le 24e régiment d'infanterie, qui est un régiment composé essentiellement de réservistes, basé en Île-de-France. Et je voulais justement saluer la présence des réservistes sur nos rangs. Les réservistes qui sont utiles, car ils sont engagés. Il y a plus de 2000 réservistes de l'armée de terre qui ont été engagés lors de la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, et qui sont également parfois proches en opération. Mon médecin au Mali, par exemple, était un réserviste, donc une réserve qui est engagée. Et ensuite, je voulais aussi souligner la présence de l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre, que l'armée de terre a ouverte en 2022 à Bourges, et qui forme des sous-officiers spécialistes dans la maintenance des matériels du programme Scorpion. Et c'est une illustration claire des évolutions que mène l'armée de terre, une armée de terre qui évolue. Anthony Lebos, comment avez-vous pu oublier Saint-Cyr? On a 3 Saint-Cyriens en plateau. Mais vous avez eu raison, cher monsieur, d'être exhaustif. Je ne l'ai pas été. Je m'en excuse platement, effectivement. Mais c'est vrai que cette année, ce qui est à noter, j'avais couvert la cérémonie de l'année dernière, de 2023. Et c'est vrai que cette revue des troupes se faisait à pied par le chef de l'État, pas en commande-car. Il y avait beaucoup moins de troupes qui étaient représentées. Là, cette fois-ci, il y en a davantage, effectivement. Et c'est cette jeunesse qui est représentée pour bien montrer que c'est la jeunesse qui est l'avenir de notre sécurité commune. Vous voyez le président de la République et le Premier ministre britannique qui désormais sont descendus de cette commande-car et avance doucement vers l'Arc de Triomphe pour notamment déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, présente ici depuis 1921. La flamme a ensuite été rajoutée par André Maginot, le ministre de la Guerre d'alors, qui orne désormais ce tombeau du soldat inconnu. On entendra bien sûr la sonnerie du cessez-le-feu, on entendra effectivement la sonnerie aux morts, et effectivement il y aura cette minute de silence dans quelques instants, alors que d'un pas lent, le président de la République et Keir Starmer s'approchent de la tombe du soldat inconnu. Soldat inconnu, la dépouille du soldat qui a été choisie par un jeune poilu de 21 ans, Auguste Tain, c'était en novembre 1920. Un choix parmi les 8 soldats anonymes qui reposaient à ce moment-là dans la citadelle de Verdun. Et la dépouille qui a ensuite été inhumée sous l'Arc de Triomphe en 1921, début 1921.
Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et Emmanuel Macron, donc face à cette tombe du soldat inconnu. Cessez le feu! Voilà, Général Pellistrandi, Emmanuel Macron, Keir Starmer, donc, qui vont raviver la flamme du soldat inconnu. Tous les soirs, à 18h, la flamme du soldat inconnu est ravivée par donc des autorités, de nombreuses associations d'anciens combattants, mais aussi des écoles, de plus en plus. Et il faut souligner, c'est important pour l'histoire, c'est que pendant l'occupation allemande, pendant l'occupation nazie, eh bien, la flamme a été respectée par l'effort d'occupation nazi. C'est un symbole très important, mais qu'il faut mettre en parallèle. Et là, souvenez-vous, lorsqu'il y avait eu les manifestations des Gilets jaunes, où la flamme avait été pratiquement endommagée. Et donc ça aussi, cette flamme, elle représente énormément dans notre histoire contemporaine. Nicolas Offenstadt. Oui, on parle beaucoup de la mémoire, de son importance. Il faut rappeler qu'elle n'a pas été si simple à mettre en place, la mémoire de la Première Guerre mondiale, et que ce sont beaucoup les anciens combattants qui l'ont imposée. Le gouvernement ne voulait pas de jours fériés supplémentaires, et c'est les anciens combattants qui ont imposé en 1922, le 11 novembre, comme un jour férié. C'est la même chose pour le soldat inconnu. Il y a eu de nombreux débats, et c'est sous la pression des anciens combattants revenus du front qu'il a été inhumé.
Le cœur de l'armée française pour les deux hymnes God Save the King et la Marseillaise que l'on vient d'entendre, Emmanuel Macron et Keir Starmer qui vont maintenant aller signer le livre d'or de la flamme, donc juste en dessous de cet arc de triomphe, et qui vont tous les deux saluer bien évidemment les associations d'anciens combattants notamment. On voit ces images-là, Guillaume Ancel. 34 guerres. C'est le nombre de guerres auxquelles la France participe depuis la guerre d'Algérie, d'ailleurs qu'elle ne nommait pas comme ça. C'est juste pour se rappeler qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une commémoration, c'est aussi de se rappeler qu'en fait, la France a toujours été engagée en guerre, même si elle ne l'a pas dit à sa société. La guerre en Ukraine, par exemple, on y participe déjà. On ne participe pas avec des unités de combat sur le front, mais je peux vous assurer qu'il y a des soldats français et des proches de l'armée française qui sont là, engagés pour faire du renseignement, pour les aider, pour paramétrer les missiles Scalp. En fait, la France n'a jamais cessé de se battre. C'est pour ça que cette commémoration est extrêmement importante, pour rappeler à la société française que la paix, ça se défend, et que pendant 3 décennies, on a laissé croire trop souvent aux Français que la guerre ne nous concernait plus, alors que malheureusement, elle est consubstantielle de la paix. Nicolas Offenstadt. Oui, puisqu'on est devant la tombe du soldat inconnu, juste un petit mot d'histoire, c'est que, en fait, il y a deux représentations principales de ce soldat inconnu. C'est d'abord évidemment les 1 400 000 morts de l'armée française, mais en fait, c'était aussi pour incarner tous ceux qui ont véritablement disparu, parce que la guerre était tellement terrible dans ses conséquences, notamment les bombardements de l'artillerie, que beaucoup de corps n'étaient pas retrouvés ou n'étaient pas identifiés. Et donc les familles ne pouvaient pas faire leur deuil puisqu'il n'y avait pas de corps, ou alors il y avait un corps mais on ne pouvait pas être sûr que c'était celui auquel on croyait. Et donc du coup c'est pour tous ces centaines de milliers de disparus aussi qu'est le soldat inconnu. Donc il est à la fois le représentant de tous les morts et aussi de cette spécificité de la Grande Guerre qui a été de massacrer les corps, la première grande guerre d'artillerie, hein, la guerre où dans le fond l'ennemi est à distance, et c'est aussi ça que dit le soldat inconnu. Donc c'est deux figures à la fois. Oui, sur la question de la guerre en Ukraine, je pense effectivement que je rejoins tout à fait M. Ancel sur l'idée qu'en fait, si on ne s'occupe pas de la guerre s'occupera de nous à un moment ou à un autre. Sur la question ensuite, très précisément des modalités de l'aide française, je n'ai pas connaissance moi de soldats présents sur le terrain en Ukraine. En revanche, je peux témoigner de l'entraînement de troupes ukrainiennes en France et ce que disait le Major tout à l'heure. Voilà. Et également, par exemple, des échanges qu'on peut avoir avec des officiers ukrainiens. Scott et moi, nous avons un camarade qui est un colonel de l'armée ukrainienne et qui vient suivre la scolarité avec nous à l'école de guerre. Donc il y a effectivement une solidarité qui est affichée vis-à-vis de l'Ukraine. Question très concrète, vous vous préparez tous les deux à faire la guerre ensemble? Oui, tout à fait. On se prépare à faire la guerre ensemble. C'est-à-dire officier britannique, officier français, vous vous préparez à faire la guerre ensemble? Oui, bien, on fait bien sûr. Et aussi, l'année prochaine, c'est le 15e anniversaire de la Lancaster House. Monsieur le président Sarkozy était dans l'audience là. Et le Lancaster House a créé le CJF, Combined Joint Expeditionary Force, une division anglo-française, franco-britannique, qui a été créée pour protéger nos deux pays. Il faut bien voir que dans notre système militaire français, nous avons des officiers britanniques qui sont totalement insérés. Par exemple, le commandant second de la première division blindée à Besançon est un officier général britannique. Et de la même façon, nous avons des officiers français qui sont au Royaume-Uni. Donc il y a vraiment cette interaction, cette interdépendance des forces armées qui est assez exceptionnelle et assez unique. On a failli aller plus loin que ça, général. Il y a été question à un moment donné de créer notamment un porte-avions franco-britannique. Oui, alors... ça a été abandonné il y a une bonne douzaine d'années. Voilà. Mais il faut savoir aussi, on l'a peu évoqué, mais c'est essentiel, dans le cadre de la dissuasion nucléaire, eh bien, nous avons des laboratoires communs franco-britanniques, notamment près de Dijon, au Val-Duc, où il y a donc des chercheurs britanniques qui travaillent avec des chercheurs français autour de la dissuasion nucléaire. Alors, elle n'est pas partagée, mais ce travail en commun démontre bien l'étroitesse. Et comme je le rappelais, effectivement, le traité de Lancaster House va être rénové l'année prochaine, parce que c'est absolument indispensable dans le contexte de guerre où nous sommes, donc notamment en Europe de l'Est. C'est une musique britannique qui est en train de jouer là, non? Oui, c'est la chanson Nimrod. C'est une hymne qui est très célèbre en Royaume-Uni, particulièrement le dimanche de soutien. Remembrance Weekend à la Cenotaphe à Londres. Et la musique qui joue, elle vient de... C'est quelle unité? Ça, c'est la région de Fusil.
C'est une infanterie légère. Malheureusement, l'origine de le régiment était contre Monsieur Napoléon. C'est-à-dire vieux alliés, vieux ennemis aussi. Oui, en fait. Mais vieux alliés désormais. Hein, depuis non, mais vous avez raison. l'entente cordiale, 120 ans, on est toujours du même côté du champ de bataille. Vous avez raison. 1904 pour l'entente cordiale. J'allais dire la deuxième entente cordiale. Il y en avait eu, il y en avait juste avant. Nicolas Offenstadt. Oui, je voulais dire un mot sur le nucléaire parce qu'on faisait la comparaison à juste titre à plusieurs reprises entre la guerre en Ukraine et ce qu'a pu connaître le monde en 14-18. Il y a une immense différence, c'est une évidence, mais il faut le rappeler, c'est l'usage de l'arme nucléaire que Poutine d'ailleurs a brandi comme une menace possible. Donc évidemment, ça crée un contexte militaire qui est malgré tout très différent puisque il y a des enjeux qui sont différenciés. Sur la question, c'est juste, hein, vieux amis, vieux ennemis, il faut rappeler que en fait, le conflit et les tensions franco-britanniques sont encore très présentes pendant la guerre de 14-18. On est juste quelques années après Fashoda. Donc cette tension coloniale très forte qui avait opposé les Français et les Britanniques. Et on voit encore des sentiments très anti-britanniques dans les populations françaises. Donc l'histoire, c'est aussi de rappeler que les choses ne se sont pas faites d'un temps. On voit quand les troupes britanniques sont sur les territoires français, il y a dire encore c'est britannique. Et donc le conflit était assez récent en fait. C'est un allié récent en 1900. Donc cette amitié, il faut la cultiver. Absolument, c'est pas des choses qui sont données de nature. Les Britanniques, Fashoda, c'était pratiquement le conflit. Et donc du coup, ça prend du temps. Et on voit ce sentiment. On a des témoignages de civils, par exemple, sur le front, qui disent « Ah, les Britanniques sont pires que les Allemands, etc. » Pendant la guerre de 14 même. Donc, il y avait aussi un sentiment qui pouvait être ambigu à l'époque. Et justement, on mesure bien toute la qualité de la relation maintenant franco-britannique à l'aune, justement, de ce qu'elle était peut-être au début de la Première Guerre mondiale. Et là, actuellement, on a maintenant une alliance qui est une alliance concrète, vivante et de qualité. Pas vrai, Scott? Ouais, mais le seul problème, c'est juste prendre le cube de 6 nations. Voilà, Ah oui, évidemment. Dès qu'il est question de rugby, si c'est juste le rugby, ça va. On devrait. Il y a quand même une sacrée différence entre cette cérémonie où on voit qu'on met en avant, j'allais dire, on met en majesté la Grande-Bretagne. Et on se souvient qu'en 2018, le président Macron avait invité Donald Trump pour le 14 juillet et qu'on essayait à tout prix de nouer une relation de confiance. Et au fond, c'est un espèce de retour de l'histoire, une forme de déception, de régression de voir Donald Trump revenir parce qu'on voit bien qu'on est obligé de refaire corps au sein de l'Europe parce qu'on est tous inquiets de l'attitude à venir des États-Unis, dirigée maintenant par Donald Trump. Et Trump émerveillé à l'époque du 14 juillet, qui disait mais moi je veux un défilé pareil aux États-Unis. Bon, ça s'est pas fait. Anthony Lebos, au pied de l'Arc de Triomphe, Anthony. Oui, solennité particulière au moment du ravivage de la flamme du soldat inconnu. Effectivement, Keir Starmer et Emmanuel Macron qui ensemble l'ont ravivé. 80 ans plus tôt, c'était le général de Gaulle et Winston Churchill qui l'avaient ravivé, cette flamme du soldat inconnu, précisément le 11 novembre 1944. Keir Starmer et le président de la République sont toujours sous l'Arc de Triomphe pour saluer notamment les personnes qui sont présentes. Et je serai cette fois exhaustif, cher Maxime. Il y a notamment les porte-drapeaux, effectivement. Le président de la République déjeunera avec eux comme chaque année. Il y a aussi des jeunes porte-drapeaux, une vingtaine, qui sont présents aussi sous l'Arc de Triomphe. La garde à l'étendard de l'Institut national des Invalides ainsi que 2 pensionnaires du Royal Hospital Chelsea. En Angleterre, il y aura le porte-drapeau du Comité de la Flamme également, un porte-drapeau de la Royal British Legion et puis un certain nombre de délégations effectivement pour ce moment solennel puisque, on le répète depuis ce matin, c'est l'amitié franco-britannique qui est célébrée. Vous le voyez déjà à l'image avec ces drapeaux britanniques et français qui sont ici au pied de l'Arc de Triomphe. Il y a eu un entretien à l'Élysée ce matin entre le Premier ministre britannique et le Président de la République. Il y a eu évidemment cette commémoration, mais ce sont 2 puissances européennes qui aujourd'hui veulent renforcer leurs liens. Hasard du calendrier, une semaine après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, effectivement, le chef de l'État donc qui poursuit ses échanges avec les porte-drapeaux et les personnes présentes ici, les anciens combattants. Il ira ensuite, c'est une tradition, à la tribune officielle pour saluer notamment les membres du gouvernement qui sont présents. Ça, évidemment, on est là. Oui, peut-être pour poursuivre sur les parallèles entre faire la guerre, préparer la paix, peut-être préciser qu'en parallèle de cette cérémonie, un événement est organisé chaque année depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est le Forum pour la paix. Le Forum pour la paix qui réunit plusieurs penseurs, responsables, acteurs internationaux. Cette année, la question de l'Ukraine est évidemment très présente et ce matin en ouverture, c'est la ministre des Affaires étrangères finlandaise qui
qui prenait la parole et qui est revenu précisément sur la question de l'Ukraine et sur le danger de voir les États-Unis retirer leur soutien militaire, financier. On le sait, la Finlande est un très grand soutien de l'Ukraine. Cela fait partie des pays qui, parce que la frontière avec la Russie, parce que la crainte d'un envahissement, parce que la crainte d'être le prochain Donbass ou la prochaine Crimée, eh bien, appelle l'Europe à en faire davantage. Et ce matin, elle rappelait que lorsqu'il s'est agi de lutter contre le Covid, alors ce n'était pas une guerre avec des armes évidemment, mais lorsqu'il s'était agi de faire reculer l'épidémie, l'Europe avait trouvé le chemin de la solidarité, y compris financière, avec des achats groupés de vaccins. Elle appelle ce matin les Européens à en faire davantage pour l'Ukraine, avec également, pourquoi pas, des achats groupés. On revient sur la fameuse Europe de la défense qu'on évoquait il y a quelques instants. Le Premier ministre britannique, là, qui salue l'ambassadrice du Royaume-Uni à Paris. L'ambassade du Royaume-Uni, d'ailleurs, est rue du Faubourg Saint-Honoré, pratiquement à 2 pas de l'Élysée. Là aussi, c'était extrêmement important. Et donc, avec la présence d'un certain nombre d'officiers de cette mission militaire britannique qui sont vraiment insérés dans nos états-majors. Et ça, c'est un élément... Major, ces officiers. Oui, en fait, nous avons là l'attaché de défense, l'attaché militaire, l'armée de terre, l'attaché de la troupe de marine, l'attaché de la troupe aérienne aussi avec Madame l'ambassadrice. Mais nous avons presque 100 officiers britanniques qui restent en France, qui travaillent pour l'armée de terre française, mais aussi qui providaient la ligne entre nos deux pays. C'était vraiment une ligne très forte entre l'armée de terre particulièrement. Alors tu peux expliquer aussi les deux tuniques rouges. Juste une chose, on a entreaperçu Bruno Roger Petit, que l'on voit là à droite de l'image, le conseiller mémoire du président de la République. Oui. Guillaume. Est-ce que tu peux expliquer aussi les deux tuniques rouges qu'on a vues juste après les anciens combattants? Oui, en fait, ça c'est le tenue de la Royal Hospital of Chelsea. L'inspiration pour le Royal Hospital of Chelsea était invalide. C'était les invalides à Paris qui ont inspiré le... Oui, exactement comme ça. Et le Royal de Chelsea Pensioners il doit le médaille de Long Service Good Conduct. Et après ça, il donnerait le pension pour l'État, et l'État paye pour leur retraite dans le Royal Hospital of Chelsea. Oui. On a essayé d'évoquer à plusieurs reprises que le monde d'aujourd'hui doit à la Grande Guerre. En termes de géopolitique, il y a évidemment énormément de choses. On pourrait le faire pour l'Ukraine, pour la guerre en Israël aussi. Mais c'est le cas de la Finlande, puisque la Finlande était en fait une partie de l'Empire des Tsars. C'était un grand-duché, et donc du coup, c'est la guerre de 14 qui a donné l'indépendance à la Finlande. Donc on voit combien en fait le monde contemporain a été déterminé par tous les bouleversements qui ont été provoqués par la recomposition des nations après 14-18. Et à propos des usages du 11 novembre, on peut rappeler aussi que ça pouvait être utilisé, ça a été fait à l'époque de Nicolas Sarkozy pour célébrer l'amitié franco-allemande, puisque Angela Merkel était venue pour le 11 novembre en 2009 pour célébrer de manière conjointe, ce qui était encore plus marquant, puisque c'était cette fois l'ancien ennemi et non pas l'allié. Et donc du coup, là aussi, le 11 novembre avait servi dans le fond à fortifier l'image d'une Europe unie. Général Pellistrandi. Le Premier ministre britannique et le chef de l'État saluent les chefs d'état-major de nos armées, a souligné bien sûr la présence du chef d'état-major britannique qui s'est exprimé hier, notamment sur l'Ukraine. Donc là, il salue le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air qui vient de prendre ses fonctions très récemment, et puis le tout nouveau directeur général de la gendarmerie nationale qui a été nommé la semaine dernière en Conseil des ministres. C'est important parce qu'il faut rappeler la dimension militaire de la gendarmerie nationale, et puis le gouverneur militaire de Paris qui a un rôle qui va bien au-delà du protocole. C'est le gouverneur militaire de Paris qui a été en charge en partie de la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris, avec bien sûr son homologue, le préfet de police. Commandant. Le propos du général était tout à fait complet. Et effectivement, juste rappeler peut-être à l'occasion de la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris, encore une fois, le rôle de la réserve. Et je pense que cette commémoration aussi permet de se souvenir de manière un petit peu plus posée après une année qui a quand même été très dense en termes d'engagement opérationnel pour l'armée de terre. Elle permet aussi de prendre le temps solennel de commémorer et nos morts et les morts de 14-18, mais également nos morts depuis les opérations extérieures de 1963, dont les noms sont gravés sur un monument qui est à 2 pas des studios de BFM TV, dans le parc André Citroën.
Donc j'invite les gens à aller voir ce magnifique monument aux morts. Et c'est vrai qu'on le disait, Guillaume Ancel, désormais cette cérémonie du 11 novembre, elle est aussi dédiée à toutes les victimes civiles et militaires autour de l'armée française. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, j'aimerais que Nicolas rappelle le nombre de victimes civiles de la Première Guerre mondiale, parce que souvent on a une espèce de myopie sur l'aspect militaire, alors que malheureusement, bien sûr, c'est la société civile qui a énormément souffert, comme c'est le cas pour la guerre en Ukraine aujourd'hui. Nicolas ? Alors c'est difficile à chiffrer, mais il faut faire attention parce que dans le fond, en 14-18, c'est quand même les morts militaires qui l'emportent. Alors pourquoi c'est difficile à chiffrer ? Parce que sans doute, notamment dans les pays germaniques, dans l'Alliance, en fait, c'est beaucoup des gens qui ont sans doute souffert de malnutrition, de manque d'hygiène, donc les chiffres des civils. Et il faut rappeler que là où, évidemment, les civils ont particulièrement souffert, c'est dans l'Empire turc, avec le génocide des Arméniens, qui a fait plus d'1 million de morts. Donc il y a eu aussi des violences qui n'étaient pas seulement liées aux conditions de la guerre, mais aussi à la purification ethnique. Donc effectivement, il y a les militaires, il y a aussi les victimes du génocide arménien, et il y a tout un ensemble de civils. Mais contrairement à la Seconde Guerre mondiale, c'est les morts militaires qui l'emportent en 14-18. Marion Russell qui nous attend sur les Champs-Élysées, qui suit cette cérémonie avec donc les Parisiens et au-delà des Parisiens, tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Ah bah oui, et puis là on est très loin de Paris. On est avec Chris qui est néo-zélandais, qui habite à New York mais qui est aujourd'hui à Paris pour les cérémonies du 11 novembre, qui a pris le temps de mettre le petit poppy, c'est le petit coquelicot, c'est l'équivalent du bleuet français mais côté britannique et Commonwealth. Chris, pourquoi c'était important d'être là aujourd'hui? Why was it important to be here today? Just ex-New Zealand military and paying respects for the generations of guys who have gone before us and those who have lost their lives in conflicts. World War I, World War II, and a lot of New Zealanders fought. L'important c'était de venir vraiment rendre hommage à ces gens qui ont perdu la vie pour nous défendre, que ce soit pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'était important pour moi. Do you think it's more important in the current context to come? We see that there is the war in Europe. Is it more important? Est-ce que c'est plus important d'être là aujourd'hui avec le contexte de guerre? On voit la guerre en Europe. Est-ce que ça rend votre présence encore plus importante? No, not necessarily. We're commemorating the people who have gone before, so in any context, I think it's important, and it's really just paying your respects to those who have gone before us. C'est pas forcément plus important maintenant, c'est important tout le temps, et c'est pour ça qu'il est venu aujourd'hui, et même si aujourd'hui ça peut être compliqué, c'est important chaque année. No, I forgot what I was going to say. Et voilà, c'est pour ça que c'était important pour lui de venir. Il faut imaginer que donc du coup c'est plusieurs nationalités. On a croisé des Canadiens, des Américains, des Britanniques aussi qui sont venus aujourd'hui pour montrer leur hommage, leur unité autour de ces commémorations du 11 novembre qui sont donc en train de se passer juste derrière moi sous l'Arc de Triomphe. Marion Russell avec Pierre-Louis Crétin, la garde républicaine générale. Oui, mais ce qui est extrêmement rare, c'est que elle défile autour de l'Arc de Triomphe pour rendre les honneurs au Premier ministre britannique. C'est donc vraiment protocolairement, on veut vraiment honorer donc le Premier ministre britannique et bien sûr derrière le Royaume-Uni. Il faut se rappeler que cette année, à l'occasion donc du centenaire des 120 ans de l'entente cordiale, eh bien la garde républicaine est allée à Londres, à Buckingham Palace, où il y a eu une très belle cérémonie franco-britannique. Donc là encore, ces symboles, ils sont extrêmement importants parce qu'ils traduisent, et vous voyez donc la présence du président Emmanuel Nicolas Macron Sarkozy. avec Nicolas Je Sarkozy. laisse Naïla commenter parce que là aussi c'est symbolique. Oui, symbolique évidemment la présence de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas exactement à quoi fait référence le Jérôme Pellistrandi, donc je vais me lancer sans filet. Voilà. Quand il dit que c'est symbolique, c'est forcément symbolique de quelque chose. Deux présidents. Là, voilà, c'est aussi le. Peut-être écouter ce qu'il se dit. Oui, small talk visiblement. On parle du temps. On parle de la météo. Oui, on parle de la météo. Et ça parle en anglais. On écoute, est-ce qu'on entend? François Hollande n'est pas là. François Hollande n'est pas là. François Hollande est redevenu député par ailleurs. Donc, je ne sais pas si cela est lié. Non, la présence de Nicolas Sarkozy est effectivement très importante parce que c'est deux chefs de l'État qui sont présents pour la présence du Premier ministre britannique. Deux chefs d'État qui partagent ce même goût pour les commémorations. Nicolas Sarkozy considérait que inscrire le roman français dans le temps long, on se souvient notamment des efforts qui
avait été fait pour, y compris mettre en scène la réconciliation, sceller, s'inscrire dans les pas de ce que Mitterrand avait pu faire avec le chancelier allemand. Nicolas Sarkozy, avec Angela Merkel, avait tenu également à marquer un certain nombre de rendez-vous mémoriels pour montrer que l'Europe se construisait aussi à travers la réconciliation des ennemis d'antan. Emmanuel Macron poursuit sur ce même chemin avec les Britanniques à un moment important où la relation franco-britannique a été très compliqué, y compris au moment du Brexit. Ai-je besoin de rappeler que le Premier ministre actuel français est celui qui a mené les négociations pour l'Union européenne avec le Royaume-Uni, avec la Grande-Bretagne notamment, et qu'à l'époque, il avait été accusé d'être particulièrement dur dans les négociations. Donc politiquement, que ce soit aussi ce Premier ministre qui accueille il y a quelques minutes Emmanuel Macron et Keir Starmer au pied des Champs-Élysées, c'est aussi un très joli symbole. Avant de refermer les choses, puisque le Premier ministre britannique et le chef de l'État français vont quitter la place de l'Étoile, Nicolas Offenstadt, précision historique, il y a 106 ans, à 11h45, en ce 11 novembre, c'est, j'allais dire, l'arrêt effectif des combats, à cette heure-ci. L'armistice a été signé aux alentours de 5h du matin. À cette heure-ci, les combats se terminent. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une délivrance considérable pour tous les soldats. Il se termine pour l'essentiel des soldats, mais il y en a encore qui vont évidemment participer notamment à l'occupation en Allemagne. Il y en a d'autres qui vont aussi combattre à l'est de l'Europe, puisqu'il y a tout un ensemble de conflits qui se prolongent, y compris d'ailleurs De Gaulle. Donc du coup, la guerre est finie pour l'essentiel d'entre eux. Et il y a deux réserves, c'est ces combats qui continuent, aussi les démobilisations qui vont être très longues et d'ailleurs qui vont lasser un peu les anciens combattants parce qu'ils ont l'impression d'avoir été si longtemps sur le front qu'ils ont envie de rentrer très vite chez eux. Mais effectivement, l'armistice là signe véritablement la fin des combats. Emmanuel Macron qui raccompagne donc Keir Starmer vers son véhicule du corps diplomatique britannique ici en France. Guillaume Ancel. Avec Max aujourd'hui, une cérémonie extrêmement importante, mais avec une grande absente, c'est l'Europe. C'est assez frappant de voir qu'on a mis en majesté encore une fois la Grande-Bretagne, et formidable, mais la Grande-Bretagne qui a quitté l'Union européenne, et comme le rappelait Neila tout à l'heure, le vrai défi en fait qu'on va rencontrer en termes de défense, c'est d'arriver à mobiliser ou pas les 27 membres de l'Union européenne pour arriver à avoir au moins un dialogue utile avec Donald Trump à un moment où il va essayer de nous faire céder par la force sur plein de sujets, et notamment l'Ukraine. Donc j'espère qu'il y aura une cérémonie au moins équivalente avec Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne. Oui, général. Il ne faut pas oublier qu'on est simultanément dans le cycle du 80e anniversaire donc, de la Libération. Il y aura d'ici quelques semaines notamment des cérémonies à Strasbourg. Strasbourg, donc c'est le serment de Couffrin de Leclerc. Il faut délivrer Strasbourg. Donc le parcours mémoriel voulu par le président de la République va se poursuivre avec une question, c'est comment on va traiter le 8 mai 2025 et dire comment ça va se passer en France avec nos alliés, mais aussi, ne l'oublions pas, à Moscou le 9 mai 2025. Emmanuel Macron qui s'est donc dirigé, le président de la République, vers la tribune officielle Néla Latrousse. On a commencé un peu par là tout à l'heure, Néla, parce que Emmanuel Macron, je veux dire, on le voit moins. On le voit moins, et c'est peut-être l'une de ses toutes premières sorties publiques, grand public, comme ça, notamment depuis la nomination de Michel Barnier. Oui, se poser la question du rôle qui allait être le sien dans cette cohabitation avec son Premier ministre. Et je crois que d'ailleurs, on doit être sur l'une des premières images du couple exécutif côte à côte à l'occasion de ces commémorations, et donc se poser la question d'un Emmanuel Macron, est-ce qu'il allait être davantage en retrait, est-ce que on allait beaucoup le voir, est-ce qu'il allait se concentrer sur son rôle à l'international. C'est vrai que depuis la nomination du Premier ministre, Emmanuel Macron, on l'a essentiellement vu dans des sommets européens, à l'Assemblée générale de l'ONU, dans des déplacements internationaux. Là, la séquence mémorielle correspond peut-être davantage à des images que l'on a pu voir le 14 juillet dernier, ou le rappelais-je tout à l'heure pour les 80 ans du débarquement. On est dans un rôle plus traditionnel, on va dire, d'un chef de l'État, cohabitation ou pas cohabitation. Alors qu'on voit, Sébastien Lecornu, le ministre des
des Armées. La maire de Paris, Anne Hidalgo notamment. Ouais. L'ensemble du gouvernement se trouve sur cette tribune, dans les visages que l'on voit au premier et au second rang. Se trouve un certain nombre de ministres que les Français ne connaissent peut-être pas tous, qui n'ont peut-être pas tous identifiés encore pour l'instant. Mais voilà, si on se pose la question de savoir qui est présent en tribune, ce sont le gouvernement, les corps constitués. On a pu voir tout à l'heure également parmi ce public le grand rabbin de France, Haïm Corsia, ou le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. La flamme du soldat inconnu. Évidemment, oui, Nicolas Offenstadt. Oui, et il faut rappeler, et pas se focaliser uniquement, on l'a déjà dit, sur la cérémonie, mais c'est que partout en France, il y a des cérémonies au 11 novembre, et pas seulement d'ailleurs des cérémonies un peu traditionnelles autour du monument mort, on le voit dans les programmes télévisuels, on le voit aussi dans l'organisation scolaire. Il y a toute une cérémonie vivante de 14-18 qui passe par la lecture de lettres d'anciens soldats, par des jeunes qui vont travailler sur les textes, ou sur les images, ou sur les films. Donc je crois que 14-18 est encore un souvenir très vivant, au-delà des enjeux évidemment politiques qui sont très importants, et cette vivacité du souvenir, évidemment, c'est un enjeu très important lié à ce qu'on disait sur la mémoire familiale de 14-18, mais ça continue à être bien. On est frappé par le nombre de lettres de poilus qui sont régulièrement mises en ligne sur Internet, qui sont publiées par des éditeurs. Donc il y a une vivacité mémorielle aussi en France de 14-18 qui dépasse les enjeux politiques. Et pardon, c'est moins positif que ce que vous dites là, mais ce matin, on avait un sujet sur BFM TV qui expliquait que les plaques des militaires de l'époque, malheureusement, sont régulièrement volés sur les tombes et qu'il y a une espèce de trafic derrière et que ça se revend, etc. Et qu'il y a des associations qui luttent contre ça, qui essaient de les retrouver. Comment non ? Et justement, il faut plutôt voir le positif. Je ne sais pas si ce phénomène est un phénomène d'ampleur. En tout cas, c'est un phénomène grave dans tous les cas. Mais effectivement, on sent en tout cas, et je reviens sur les propos qui ont été tenus, on sent effectivement qu'il y a une mémoire qui est vivante. On parlait tout à l'heure du roman national, et je pense que c'est assez important justement, ces commémorations ont leur place, puisqu'en fait, le roman national s'écrit, certes, il y a les pages que nous avons écrites par le passé, qui sont celles de 14-18, et puis il y a aussi celles qui nous restent à écrire collectivement à l'avenir, les pages blanches qu'on tournera prochainement dans le livre. Et je pense que c'est particulièrement important pour savoir où on va, justement, de toujours revenir se resituer et resituer notre jeunesse, justement, dans cette histoire commune. Puisque l'on évoque la jeunesse et les personnes qui sont saluées par le chef de l'État sur cette place de l'Étoile à Paris, précision importante, autour de cette place se trouve aussi parmi les invités à la cérémonie un certain nombre de lycéens et de collégiens de Paris, de régions parisiennes, parce que c'est aussi, j'ai en mémoire l'hommage qui avait été rendu par Emmanuel Macron à Léon Gauthier. J'avais été extrêmement marqué par cet hommage. Il avait évoqué ce devoir du souvenir, le fait que Léon Gauthier ait continué tout au long de sa vie à se rendre devant des lycéens, des écoliers, des collégiens pour faire vivre le souvenir de la guerre. Et c'était d'ailleurs une inquiétude. Et du commando qui est fait. Pardon. Oui, allez-y, Nicolas Offenstadt. Oui, je disais, c'était aussi une inquiétude des anciens combattants de 14-18 quand ils ont commencé à vieillir, notamment dans les années 60-70. Ils se sont dit, est-ce qu'on va encore se souvenir de nous lorsqu'on va disparaître ? Et donc, pour ça, que le 11 novembre est particulièrement important, avec le risque, depuis la loi de 2012, donc, qui célèbre tous les morts pour la France, de dissoudre aussi, et ça c'est un des enjeux, la mémoire de 14-18 par rapport à l'ensemble des mémoires de guerre. Alors je suis historien de 14-18, vous allez me dire que je défends ce qui m'intéresse, mais je pense quand même que les anciens combattants s'étant battus justement pour que le 11 novembre soit un jour férié, pour que cette mémoire soit très vivante, puisqu'on a vu le poids, et on le sait, de 14-18, donc il y a un petit enjeu quand même à toujours être capable de raconter ce qu'a été 14-18, et pas simplement l'ensemble des morts de la guerre. Chaque histoire a aussi ses caractéristiques, donc c'est un peu le risque aussi de la loi de 2012 de dissoudre la mémoire de la Grande Guerre dans une mémoire générale des guerres. Et je pense que là, c'est le rôle évidemment des historiens, des médias, de conserver une véritable lecture du 11 novembre, comme la fin de la Grande Guerre, avec tous ses enjeux propres et ses souffrances évidemment qui ont tant marqué la société française. Anthony Lebos, place de l'Étoile. Toujours sur la place de l'Étoile, Emmanuel Macron qui vient donc de saluer les officiels, le corps diplomatique, le corps militaire, les responsables politiques qui étaient présents dans cette tribune officielle. Alors là, vous le voyez en train de marcher vers la tribune Marceau, qu'on appelle Marceau parce qu'elle est pas très loin de l'avenue Marceau, à côté de l'avenue des Champs-Élysées pour les non-parisiens. Emmanuel Macron qui va donc saluer ici un certain nombre de lycéens, des membres d'associations. Néla Latrousse le disait, c'est vrai, il y a beaucoup de lycées qui sont représentés. Le lycée Jacques Decour à Paris, le lycée Chaptal également, le lycée Henri IV, le lycée Louis-le-Grand, des collégiens qui sont là aussi, collège Le Moulin avant, à Torigny-sur-Marne notamment. Il y a aussi la British School
of Paris qui est ici. Je ne vais pas être exhaustif parce qu'il y a beaucoup d'étudiants et de lycéens qui sont ici, des membres d'associations également, le comité de la Flamme, l'Institut national des Invalides, le comité du souvenir, entre autres, parce qu'il s'agit là, encore une fois Maxime, de transmettre, il s'agit là de transmission de la mémoire au travers justement de ces actes symboliques du ravivage de la flamme, notamment la flamme de la résistance et de cette amitié franco-britannique qu'il faut perdurer au travers des siècles. Donc Emmanuel Macron, eh bien, sans doute prendra-t-il son temps pour saluer toutes ces personnes qui sont ici présentes. Il aime effectivement serrer des mains, parler avec les personnes présentes. Il passe davantage de temps d'ailleurs, souvent dans ces tribunes des invités et des associations, que pour saluer les officiels qui sont dans la tribune officielle. Maxime, il a salué notamment chaleureusement le Premier ministre britannique qui a été ensuite escorté par la garde républicaine. La garde républicaine, vous le savez, qui a plusieurs fonctions, une mission de représentation, c'est la musique de la garde républicaine qu'on entend ici, une mission protocolaire, et aussi une mission de sécurisation des institutions. Général Pellistrandi l'évoquait, avec cette relève entre la garde républicaine à l'Élysée et la garde royale britannique il y a quelques semaines maintenant. Et on voit juste à gauche d'Emmanuel Macron, là dans la tribune, un certain nombre de lycéens. On va évidemment tendre l'oreille s'il y a une conversation qui s'engage entre le président de la République et les lycéens. Commandant Pierre. Et justement, je voulais compléter le propos qui a été tenu par M. Offenstadt. Effectivement, cette mémoire, elle est animée par les historiens, elle est également animée grâce à vous par les médias. Je pense aussi effectivement plus particulièrement au milieu scolaire où les instituteurs ont un rôle important et éventuellement en relation avec les armées qui ne sont pas propriétaires de cette mémoire, mais qui, elles aussi, la font vivre. Et j'évoquais en début d'émission les dispositifs de classe de défense et de sécurité globale. Et ce sont des parrainages qui ont lieu justement entre certaines classes et des unités de l'armée de terre qui sont présentes sur le territoire. Ça permet justement de faire rencontrer et la jeunesse et les militaires, par exemple autour de commémorations, mais également autour de questions de défense pour un peu diffuser cet esprit de défense et cet esprit de mémoire qui est si important aujourd'hui. Emmanuel Macron, toujours sur cette place de l'Étoile et qui continue de saluer donc le public, les invités et notamment des associations d'anciens combattants. Général Pellistrandi. Il faut bien comprendre aussi que le tissu des associations d'anciens combattants, même si numériquement il a beaucoup diminué, on a aussi aujourd'hui ce qu'on appelle la 4e génération, c'est-à-dire tous les militaires, il y a eu des appelés du contingent, mais on peut penser, par exemple, c'est un élément essentiel, vous voyez les 58 morts de l'attentat du Drakkar au Liban, donc en 1983. C'est cette nouvelle génération d'anciens combattants. N'oublions pas, et nous le partageons également avec l'armée britannique, nos nombreux blessés en opération. Effectivement, on pense anciens combattants, photos en noir et blanc de poilus, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et donc, il est extrêmement important d'accompagner aujourd'hui cette nouvelle génération. Et c'est aussi une responsabilité importante pour le chef de l'État. Heureusement, on a eu peu de décès récents en opération, mais lorsqu'il s'agit de rendre hommage aux invalides pour des jeunes combattants qui sont morts en opération, on sent le poids des responsabilités. C'est pas anodin, alors que effectivement, la société post-14-18, toutes les familles avaient été touchées. Donc c'était une forme de responsabilité collective. Aujourd'hui, la mort d'un soldat est heureusement rare, mais elle traduit cette réalité du retour de la guerre. Marion Russell nous appelle sur les Champs-Élysées. Oui, on est toujours sur les champs avec les gens qui sont venus assister en tant que public à ces commémorations. Alors, des commémorations qui sont placées sous le signe de l'amitié franco-britannique. Et on a trouvé justement des Britanniques. On est avec Adam qui vient près de Bristol en Angleterre. Adam, pourquoi c'était important d'être là aujourd'hui? Why was it important to be here today? I think it's very important that we come and we show our respect for those who have fought for our country, both now and in the past. Something that I've always grown up coming to these events at home in the UK.
Interestingly, I didn't know that there was going to be an English presence here today, so that's always a nice surprise to me. C'est important de rendre hommage forcément et on a appris ça à l'école, on a appris ces événements et donc c'était important de venir et c'est assez étonnant mais en fait il n'avait jamais vu le Premier ministre britannique et donc il a fallu venir à Paris pour le voir. And how do you feel concerning this friendship between France and the UK showing today? Quel sentiment vous avez par rapport à cette amitié franco-britannique qui est démontrée aujourd'hui et qu'on met en avant? I think the relationship between England and France is very important. Maybe now more than ever, now that England feels a little bit further away from Europe as it once did. We are partners economically, culturally we're incredibly similar, and we have a long history both fighting with and maybe against each other. So the fact that we can keep our relationships close now is very important. C'est très important et c'est peut-être d'autant plus important aujourd'hui alors que l'Angleterre parfois a des difficultés, la France aussi. Et on est des partenaires économiques, des partenaires culturels et on s'est parfois battus ensemble, parfois battus l'un contre l'autre. Mais c'est important de montrer cette unité. Thank you very much, Adam. Merci beaucoup. En tout cas, ici, là, c'est en train de se terminer, mais il y a encore quelques passants qui sont en train de regarder. On a vu passer le Premier ministre britannique avec la garde républicaine et puis ensuite ce sera le président français qui partira pour clôturer ces cérémonies du 11 novembre. Anthony Lebos, on vous retrouve également Emmanuel Macron qui continue de saluer notamment des lycéens ici. Oui, à l'instant, il est en train de prendre une petite photo justement avec les lycéens. On l'a dit, Emmanuel Macron aime bien prendre son temps effectivement avec cette tribune qui est composée d'associations, de lycéens. Là encore, le message, c'est la transmission de la mémoire, le passage de flambeau. Emmanuel Macron qui joue au jeu effectivement des photos, des selfies avec ses lycéens. Il monte même à la tribune quelques marches voilà, pour serrer encore des mains avec, j'aperçois sur les caméras effectivement certaines personnes qui tentent de l'interpeller par des saluts en essayant effectivement d'avoir quelques mots avec le chef de l'État. De cette tribune Marceau, il y a effectivement des membres d'associations, des anciens combattants, le comité de la Flamme, des lycéens, des collégiens, encore une fois. Dans le cadre de ces commémorations du 11 novembre qui commémorent à la fois effectivement l'armistice, la fin de la Grande Guerre de 14-18 et puis bien sûr les 80 ans, c'était le cas aujourd'hui, les 80 ans après le ravivage de la flamme du général de Gaulle et de Winston Churchill le 11 novembre 1944. On a vu effectivement cette image extrêmement solennelle et symbolique du Premier ministre britannique Keir Starmer et d'Emmanuel Macron raviver la flamme du soldat inconnu. Ensemble, avec ces drapeaux britanniques et français qui sont hissés au pied de l'Arc de Triomphe et cette musique de la garde républicaine qui continue d'être entonnée autour de cette place de l'Étoile qui est très fournie en troupes. Je vous le disais, l'année dernière, j'avais couvert effectivement cette cérémonie. Il y avait moins de troupes qu'aujourd'hui. C'était un demi-cercle qui était formé. Cette fois, c'est un cercle entier, vraiment pour marquer le coup avec la venue du Premier ministre britannique qui a des troupes, l'école navale, l'école de l'air, des académies qui sont là, effectivement, pour bien aussi indiquer que c'est la jeunesse qui est l'avenir de la sécurité commune de l'Europe. Tout cela dans un contexte qui ne nous aura pas échappé, géopolitique tendu, et hasard du calendrier, bien sûr, une semaine après l'élection plutôt de Donald Trump et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, Emmanuel Macron qui tient effectivement à renforcer les liens par ces images que vous voyez aujourd'hui, les liens entre le Royaume-Uni et la France. Nicolas Offenstadt, ensuite au point. Je voulais rebondir sur ce que disait M. Pellistrandi sur le hier et aujourd'hui du point de vue militaire. Il y a quand même deux différences considérables. C'est qu'aujourd'hui, on a une armée de professionnels et que c'était effectivement avant l'ensemble de la société masculine en âge d'être conscrit. Donc c'est évidemment très différent. Et puis sans doute, il y a quelque chose qui a aussi beaucoup changé, c'est le rapport à la mort. En 14-18, c'était des milliers de morts par jour. Et évidemment, on ne pouvait pas prendre attention dans les médias de l'époque ou dans la manière de concevoir les choses. Aujourd'hui, quand il y a un mort, et évidemment, on s'en émeut. C'était quelque chose qui est parfois même mentionné à la télévision assez longuement. Et donc, on est dans un rapport à la mort qui a complètement changé. Et d'ailleurs, les généraux et le haut état-major de l'époque étaient beaucoup moins soucieux des pertes humaines qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a même des officiers et des députés qui s'indignent de la conception des soldats comme de la chair à canon. Ce sont des choses évidemment aussi qui ont beaucoup évolué dans la conception de la mort et du soldat aujourd'hui. Et je voulais vous montrer deux images, regardez, en direct avec ces cérémonies à Paris que l'on vient de suivre et les cérémonies majeures à Londres aussi, au Royaume-Uni, bien sûr. C'est également en direct. C'est un moment, l'armistice, que vous commémorez aussi chez vous. Oui, exactement. Mais le grand spectacle en Royaume-Uni, c'est normalement le dimanche avant le 11 novembre. Mais vraiment, nous avons une cérémonie comme ça, une période de silence, une période de réflexion
à Londres, à la Cénotaphe, mais aussi dans tous les petits villages, toutes les petites villes en Roumanie. La personne va pause pour 1 minute, 2 minutes d'avoir une période de réflexion aussi. Scott, il faut que tu expliques pourquoi le dimanche avant le 11. C'est une bonne question. Merci Guillaume. Merci. C'est Outbreak. C'est pour éviter de rajouter un jour férié aussi. Évidemment, il y a des questions pratiques. Je n'ai pas osé poser la question le projet existe de supprimer un jour férié. Je n'ai pas osé poser la question aujourd'hui en ce 11 novembre. C'est les enjeux. S'il fallait supprimer le caractère férié du 11 novembre, Nicolas Offenstadt. Alors, ce qui me frappe, c'est d'abord qu'il y a beaucoup de commerces ou de choses qui ne le respectent pas. Donc, on voit déjà qu'il est déjà un petit peu en train de s'évanouir. Mais comme historien, je vous répondrai très sincèrement, bien sûr que non, qu'il faut pas parce que évidemment, le caractère férié, c'est quand même de marquer. On parle toujours de la mémoire, du devoir de mémoire, mais s'il n'y a pas cette dimension fériée, ça risque une banalisation beaucoup plus grande. Donc maintenir le 11 novembre comme un jour férié, et le 11 novembre, pas seulement le 8 mai ou d'autres, c'est évidemment montrer que la Grande Guerre reste encore très présente dans nos mémoires. Je pense que si on supprimait ce caractère férié, ce serait l'évanouissement très rapide dans le fond de cette mémoire, parce que c'est un moment où on se recule. Les médias passent des films, les médias passent des émissions, il y a des tas de formes d'animation scolaire, et donc c'est tout un ensemble qui disparaîtrait. C'est pas simplement un jour férié, c'est dans le fond une forme de mémoire. Et puis pour compléter, on parle effectivement du 11 novembre et l'armistice de 14-18, mais depuis 2012, c'est également le 11 novembre qui commémore tous les morts aussi en opération extérieure. Et je pense que c'est toujours d'actualité. Il y a toujours des soldats français qui vont se battre et qui sont prêts à donner leur vie sur les théâtres d'opération extérieure. Et à ce titre, il paraît un peu difficile à concevoir qu'on ne rende plus ce jour férié pour justement rendre aux soldats français l'hommage qui doit leur être dû. Et j'aimerais juste rebondir sur 2 points. On a vu le président de la République avec la jeunesse, et cette jeunesse qui avait envie justement de se contacter avec le président de la République, et c'est important. Mais je pense aussi que ces journées-là, et c'est aussi pour cela qu'à mon sens, il faut que ça reste une journée fériée, ces journées-là sont aussi l'occasion pour ces jeunes aussi d'aller voir les militaires. On va voir le président de la République, c'est une excellente chose, mais aussi qu'ils aillent voir les militaires au cours de ces commémorations, mais également au cours, par exemple, des journées de défense citoyenneté, de préparation militaire que propose l'armée de terre, mais qu'ils aillent aussi au contact des militaires et qu'ils voient aussi un petit peu les autres acteurs parfois de ces cérémonies. Juste une chose, on parlait tout à l'heure évidemment du contexte géopolitique. Nella Latrousse, de cette guerre en Ukraine qui se poursuit, de l'arrivée de Donald Trump. On a des indications, des premières indications sur ce que se sont dit tout à l'heure Emmanuel Macron et Keir Starmer qui se sont entretenus juste avant le début de ces cérémonies. Et ce que nous dit, je veux dire, le service politique de BFM TV, c'est-à-dire votre service, Neila, c'est que concernant la situation en Ukraine, les 2 dirigeants ont réaffirmé leur engagement à se coordonner étroitement. Ils soulignent leur détermination à soutenir l'Ukraine de façon indéfectible et aussi longtemps que nécessaire pour faire échec à la guerre d'agression que mène la Russie en Ukraine. Oui, les mots importants, faire échec à la guerre d'agression que mène la Russie en Ukraine. Pendant très longtemps, le wording, pardon, de la phrase, le vocabulaire utilisé en bon français, c'était d'aider les Ukrainiens à résister. On est passé dans une étape supplémentaire. L'idée, ce n'est pas que les Ukrainiens résistent et que les Ukrainiens remportent leur guerre. C'est que la Russie soit défaite, faire échec à la guerre d'agression que mène la Russie en Ukraine. Et c'est très important que Britanniques et Français tiennent le même langage en la matière, pour la simple et bonne raison que, vu de France, on le rappelait tout à l'heure, côté français, il y a ce sport national de continuer de temps en temps à envoyer quelques pics, pardon Major Scott, mais aux Britanniques. Et donc il y avait cette interrogation de savoir finalement si Londres restait aligné sur Washington, si Londres poursuivait une forme d'atlantisme débridé qui, dans la mémoire collective, est inscrit comme étant une sorte de donnée irrémédiable. Et donc le fait que la Grande-Bretagne et que la France parlent en ces mêmes termes le 11 novembre, c'est un point important. Je rappelle, puisque pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, le Premier ministre britannique Keir Starmer était présent, était l'invité d'honneur de ce 11 novembre pour célébrer les 120 ans de l'entente cordiale entre Paris et Londres. J'ajoute un point important, puisque on voit Emmanuel Macron sur les images. On parle d'un président, quand il sera temps de faire le bilan de ces 10 ans à l'Élysée, qui a martelé 2 mots pendant ces 10 ans, alors un peu moins de 10 ans, mais qui, pour le coup, il y a 2 mots qui, si on devait résumer Emmanuel Macron par ces mots, on dirait il y a la résilience. C'est le terme qu'il avait évoqué au lendemain du Covid, la résilience, que l'on rappelle
à l'occasion de ces cérémonies. La résilience des armées françaises, la résilience des peuples européens, également de la Seconde Guerre mondiale, face à l'indicible et face aux atrocités de la guerre. L'autre expression qu'Emmanuel Macron répète en boucle pour ceux qui suivent ses discours, c'est refuser l'esprit de défaite. Et il l'a encore évoqué à l'occasion des 80 ans du débarquement, il l'a évoqué pour les Jeux Olympiques. Ça revient très régulièrement dans le propos d'Emmanuel Macron. Si on intègre la défaite, alors on est défait. Il faut refuser l'esprit de défaite politiquement, dans le sport, dans le soutien à l'Ukraine. Et donc de ce fait, la victoire commence par la volonté, en quelque sorte, dans le propos d'Emmanuel Macron. Et c'est ce qui est redit par l'Élysée lors du compte rendu des échanges qu'il y a pu avoir entre le Premier ministre britannique et le président français. Je ne sais pas, général au commandant, si vous savez avec qui discute là, le président de la République. Il s'entretient avec les familles des pilotes qui sont morts. Donc en accident. Il y a aussi cette dimension qui est extrêmement importante. Les pilotes qui sont morts, pardon ? Qui sont morts cet été en accident d'avion. Donc de Rafale qui se sont percutés. Il y a cette dimension qui est extrêmement importante. C'est l'accompagnement des familles de nos morts, de nos blessés, qui doit s'inscrire dans la durée. Je rappelle d'ailleurs que c'est à l'occasion de la Grande Guerre qu'a été créé l'Office des pupilles de la nation. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un pupille de la nation ? C'est un enfant dont le père ou la mère aujourd'hui est mort au service de la France et dont l'éducation va être prise en charge par la nation. Parce que l'hécatombe de 14-18 a posé un vrai problème aux différents gouvernements. Il fallait faire quelque chose. Donc là aussi, c'est extrêmement important. Cet effort, il le continue. Alors, il est élargi aujourd'hui aux enfants de policiers, de gendarmes, de pompiers, mais soutenir les familles dont l'un des parents est mort au service de la France. Major Scott, votre grand-père a été touché pendant la Première Guerre mondiale, a été blessé ? Oui, mon arrière-grand-père a été blessé sur la Sambre, dans le premier jour de la bataille, près de Stirpval. Et en fait, en 2016, j'étais très chanceux d'avoir l'opportunité de visiter le champ de bataille dans une période d'entraînement avec le 1er régiment d'infanterie français à 6 ans. Et c'était vraiment un moment très émotif. En fait, quand j'étais dans le champ de bataille, je trouvais une petite pièce de l'obus. Et peut-être c'est la même pièce d'obus qui reste quand mon arrière-grand-père était là. Et je pense que c'est très important pour une fois, il faut que nous connaissions. Nos deux pays sont très, très, très proches. En fait, toujours, il y a près de 600 000 Britanniques et nous sommes la Commonwealth qui restent en France, qui restent toujours en France. Et le 11 novembre, la cérémonie comme ça, la période de réflexion, le programme de télévision est très important pour garder sa souvenir. On est liés. Nicolas, comment si je peux. Allez-y. Juste un élément sur les blessés et les morts au service de la France. Pour la France, il y a des acteurs institutionnels qui portent ce travail-là. L'armée de terre, elle a mis en place en 1993 la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Ça, c'est pour la partie institutionnelle. Et cette cellule coordonne et conduit le soutien en fait, des blessés et de leurs familles dans la durée. Ensuite, la question que peuvent se poser les téléspectateurs ce matin, c'est comment nous, à notre niveau, faire pour soutenir cette action en faveur des blessés. Et là, c'est justement le Bleuet, l'association du Bleuet de France que vous portez, et je vous en remercie, ça fait beaucoup de sens pour nous. C'est en faisant des dons, justement, ces dons-là vont servir à apporter une aide financière aux familles des blessés, aux pupilles de la nation, également aux victimes du terrorisme et aux conjoints qui restent, le dernier conjoint restant. Donc c'est une œuvre qui est importante et qui mérite aussi aujourd'hui d'être mise en lumière. Et si vos téléspectateurs se posent la question, n'hésitez pas à donner au Bleuet de France. Le Bleuet. Oui. Le Bleuet de France. Nicolas Offenstadt. Je voulais rebondir sur ce que disait le Major, parce que c'est très important, y compris pour la France, le fait que que vous ayez retrouvé sur les champs de bataille un bout d'obus. En réalité, il y en a des milliers et des milliers. C'est-à-dire que nos territoires du nord et de l'est, c'est-à-dire les champs de bataille, sont encore des mémoires vivantes de la guerre, mémoires très douloureuses. Vous promenez un quart d'heure ou 20 minutes au chemin des Dames à Verdun, vous allez ramasser des tonnes progressivement de bouts d'obus, de cuir militaire, d'anciens barbelés. Donc les terres françaises
du Nord et de l'Est sont toujours marquées. Et les agriculteurs même sont obligés de donner des produits spéciaux aux animaux pour pas qu'ils ne risquent d'être percés en mâchonnant du fil de fer barbelé de la guerre de 14-18. Il y a encore des accidents de tracteurs régulièrement parce que des obus sautent dans les champs de bataille. Donc c'est encore des terres, ces terres du Nord et de l'Est qui ont connu la Grande Guerre, qui sont extrêmement marquées. C'est encore une mémoire vivante et parfois douloureuse de ces lieux-là. Il y a énormément de tranchées qui peuvent rejaillir à l'occasion de travaux. Et tous les gens qui construisent des maisons dans ces régions-là trouvent toujours des traces de la Grande Guerre. Donc il faut imaginer comment ce qu'a pu être, ne serait-ce que, alors que plus d'un siècle après, on a encore autant de résidus militaires présents dans nos mémoires, à condition de s'en souvenir. Mon grand-oncle a perdu un œil pendant la Première Guerre mondiale. Il s'est engagé volontaire à 17 ans en 1918. Il est devenu après archevêque des Gaules et ça a été un des fondateurs du mouvement des prêtres ouvriers. C'est Monseigneur Alfred Ancel. Et je me souviens que toute sa vie, il a été marqué par cet affrontement et aussi par le métier militaire qu'il avait sans doute beaucoup attiré en disant c'est un métier où, paradoxalement, il faut aimer les hommes parce qu'il faut s'occuper des hommes dans une guerre. Il n'y a qu'eux qui comptent. C'est tout à fait vrai. Et tout à l'heure, on discutait, on évoquait en tout cas la chair à canon. On n'en est plus du tout là, bien évidemment. Le militaire, le soldat français, homme ou femme, c'est le bien le plus précieux. C'est le centre de l'attention pour tout chef militaire. On est responsable de la vie de nos soldats. Et c'est justement pour cela que l'on se prépare avec rigueur et exigence aux conflits les plus durs qui pourraient venir prochainement. Alors qu'on a toujours cette discussion entre Emmanuel Macron, le ministre des Armées Sébastien Lecornu et notamment, je crois, le chef d'état-major des armées Thierry Burkhardt, le général. Pour hélas illustrer la réalité, un chiffre qui a été donné hier par le chef d'état-major britannique à la télévision. Donc c'est un chiffre basé sur des estimations très précises. Le taux de perte des Russes au mois d'octobre, plus de 1350 soldats morts ou blessés chaque jour au mois d'octobre. Chaque jour. Chaque jour. Je rappelle, c'est le pays agresseur. Pour donner un chiffre, pour comparer, pendant la Première Guerre mondiale, la moyenne pour la France était de 900 tués par jour. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'est de l'Europe, il se passe une guerre dont la barbarie, la boucherie est équivalente à ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, d'où l'importance de cette relation franco-britannique, de cette affirmation du besoin de défense. Marion Russell sur les Champs-Élysées. Oui, on est toujours avec ceux qui sont venus voir les commémorations du 11 novembre. Et parmi eux, Martin, c'est la première année que vous venez à Paris. Alors, c'est pas la première fois que vous faites des commémorations du 11 novembre. Mais alors, cette date du 11 novembre, ces événements, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous ? Je pense que justement c'est important de se souvenir du sacrifice des soldats, surtout que maintenant le 11 novembre c'est plus seulement pour la Première Guerre mondiale mais c'est pour tous les morts pour la France et tous les blessés. Donc c'est important de venir les commémorer, de venir rendre hommage en fait. Est-ce que cette démonstration d'unité, elle est particulièrement importante en ce moment? Vous êtes jeune, comment vous avez appris aussi ce devoir de mémoire? Est-ce que c'est par de la transmission familiale? Est-ce que c'est à l'école? Comment c'est venu ce besoin de rendre hommage et cette envie de rendre hommage? C'est un peu des deux parce que mon père est militaire, maintenant dans la réserve, mais donc par ce moyen-là, on a aussi très vite été dans ma famille sensibilisé à ça, Et ensuite à l'école parce que j'ai participé au concours de la résistance notamment et j'ai eu des professeurs d'histoire qui nous ont vraiment aussi beaucoup sensibilisés. Merci beaucoup Martin. Alors là justement les derniers véhicules sont en train de quitter l'Arc de Triomphe où les commémorations ont eu lieu. C'est en train de se terminer après un peu plus de 2 heures de commémoration ici et plusieurs centaines de personnes qui sont venues y assister sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup Marion. Je remercie également tous mes invités ce matin qui m'ont accompagné et qui vous ont accompagné tout au long de cette matinée. Merci à tous les 6. Anthony Lebos, on vous retrouve toujours sur ces Champs-Élysées, en haut des Champs-Élysées au niveau de la place de l'Étoile avec Emmanuel Macron donc qui repart vers l'Élysée ce matin.
Oui, long convoi présidentiel qui ramène Emmanuel Macron à l'Elysée. Le chef de l'État va déjeuner avec les porte-drapeaux, comme il le fait chaque année pour ces commémorations. Le départ du chef de l'État signe donc la fin de ces commémorations du 11 novembre, qui étaient plurielles, au fond, effectivement. D'abord, la commémoration pour l'armistice, qui signait la fin de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Il y avait aussi la célébration des 120 ans de l'entente cordiale, puisque le Royaume-Uni était l'invité d'honneur de ces commémorations. L'entente cordiale, qui était une forme de série d'accords et d'alliances entre la France et le Royaume-Uni, et puis aussi pour célébrer les 80 ans du ravivage de la flamme du général de Gaulle et de Winston Churchill, le Premier ministre britannique d'alors. Derrière moi, le 11 novembre 1944, au pied de la tombe du soldat inconnu, et cette flamme du soldat inconnu qui avait été rajoutée par André Maginot, le ministre de la Guerre d'alors en 1923, et qui ne s'est jamais éteinte depuis près de 101 ans désormais. Clairement, cette commémoration était placée sous le signe de l'amitié franco-britannique, avec ses drapeaux britanniques et français qui sont hissés. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, avait été reçu ce matin vers 9h30, 9h45 à l'Elysée pour s'entretenir avec le chef de l'État. S'en est suivi ensuite effectivement cette commémoration que vous avez suivie en direct sur BFM TV. Et il y a quelques instants, on a reçu effectivement les éléments de langage de l'Elysée après cet entretien entre Keir Starmer et Emmanuel Macron sur bon nombre de sujets géopolitiques, stratégiques effectivement et internationaux, et notamment sur la guerre en Ukraine. Voici ce que dit l'Elysée. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à se coordonner étroitement, soulignant leur détermination à soutenir l'Ukraine de façon indéfectible et aussi longtemps que nécessaire pour faire échec à la guerre d'agression que mène la Russie en Ukraine. Je poursuis. Les deux dirigeants ont réitéré leur souhait d'approfondir les relations bilatérales, en particulier en matière de sécurité et de défense, et de renforcer leur coopération. Oui, parce que, au fond, ce sont deux puissances européennes qui aujourd'hui renforcent leurs liens par les images que vous avez vues, par cet entretien également. Et tout cela, évidemment, une semaine après l'élection de Donald Trump aux États-Unis, avec cette élection présidentielle qui marque son retour à la Maison-Blanche. Et cette élection, d'ailleurs, de Donald Trump génère un bon nombre de défis supplémentaires pour l'Europe. D'ailleurs, la semaine dernière, Emmanuel Macron avait appelé les Européens à défendre leurs intérêts. Anthony Lebos en direct des Champs-Élysées. C'est la fin de cette cérémonie de commémoration de l'armistice de 1918. Il va désormais y avoir un déjeuner à l'Élysée. Emmanuel Macron qui reçoit un certain nombre d'associations, des associations d'anciens combattants notamment. C'est assez classique.